On a un beau week-end pour un live DeFi assez exceptionnel avec Nolan. Euh, donc on va vous laisser le temps d'arriver, vous en faites pas, il y aura un replay, on fait déjà toutes les questions comme ça. Mais l'idée, donc, comme je vous le disais sur Twitter, c'est de creuser en fait le clivage un peu essentiel entre les échanges en logique order book et ceux qui utilisent différentes formes de market maker. Et donc on va déjà commencer un peu par des explications à ce niveau-là. Parce que comme le remarquait Nolan dans le call de synchronisation de 5 minutes qu'on a fait, euh, la logique order book, elle est connue par les gens qui ont fait de la finance classique, qui ont déjà un peu utilisé des produits euh, plus traditionnels. Mais les gars qui sont plutôt arrivés à ça par la DeFi comme moi le premier, hein, euh, on n'a pas forcément une bonne connaissance des order books, puisque pour nous, tout ce qu'on a connu, c'est du token swap via des AMM sur Uniswap ou autre. Donc on va commencer par clarifier ça. Et après, on va dérouler tranquillement donc, sur les différents modèles d'order book, d'AMM, et voir un peu aussi les différentes situations, les différents types de tokens qui sont échangés, sur lesquels ça peut être pertinent d'avoir l'un ou l'autre. Et enfin, le dernière sous-couche à garder en tête, c'est aussi ce que j'avais mis dans le titre, l'arrivée des scalability layers, donc que ce soit les sidechains ou les L2, et ça va potentiellement changer la donne à ce niveau-là aussi. Donc on va discuter de tout ça avec Nolan, que je suis ravi de recevoir ce soir. Désolé pour cette longue intro. Euh, donc Nolan que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans le live DeFi France pour vous parler du système de blé sur Discord, puisque c'est lui qui l'a développé, et je le remercie encore. Et ce soir, il vient plutôt avec sa casquette je ne sais pas comment tu te décrirais, Nolan, de trader, d'investisseur. Plutôt investisseur, ouais. D'investisseurs donc qui utilisent un peu tous les différents outils de la DeFi pour mettre en place ces stratégies. Vous avez pu le voir sur le Discord par rapport à Uniswap V3 ou à d'autres stratégies, donc on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc bonjour à tous, longue intro, mais je pense qu'on peut y aller tranquillement. Donc peut-être pour commencer vraiment le niveau 1, disons, de la discussion, mais c'est important. Est-ce que tu peux nous faire un point sur le BABA, donc qu'est-ce que c'est un AMM, qu'est-ce que c'est un order book, et c'est quoi les principaux enjeux et compromis des deux côtés, quoi. Donc oui, c'est important de repartir sur les bases. Donc si on parle de la finance traditionnelle, on n'a pas du tout ce principe de smart contract ni rien. C'est vraiment une partie, une tierce partie qui joue le rôle de teneur de marché. Donc souvent, pour interagir avec la finance traditionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un order book. Donc c'est bêtement, on peut voir ça un peu comme un tableau Excel où tu aurais deux colonnes, une colonne pour les achats, une colonne pour les ventes. À chaque niveau de prix, tu peux te dire, bah, je veux acheter 5, par exemple, Ethereum à 2000 $ ou je veux vendre 5 Ethereum à 2100 $. Et ainsi, on a en fait un marché qui est représenté via deux colonnes, qui est donc les acheteurs et les vendeurs. Donc ça, c'est le fonctionnement classique d'un marché. Ensuite, on-chain, majoritairement, ce qu'on voit, c'est des systèmes donc d'automated market making, donc comme Uniswap, Bancor, Balancer, etc. Et là, le principe, c'est que plutôt qu'avoir pour chaque niveau de prix pouvoir dire combien est-ce qu'on veut acheter ou vendre, c'est on applique en fait une fonction directement sur le marché qui va définir pour chaque niveau de prix la quantité qui sera achetée ou vendue automatiquement. Ça, c'est globalement le principe des order books et du coup des AMM. Top, ouais. Alors, il y a un autre truc aussi qu'on rate pas mal aussi, c'est peut-être de manière assez évidente, les AMM se sont imposés pour les échanges on-chain, en tout cas dans un premier temps. Il y a quand même des raisons à ça, euh, qui dérivent en fait juste des caractéristiques des deux côtés. Peut-être tu peux nous expliciter un peu, disons, la démarche, donc juste pour remettre l'historique un peu à haut niveau pour que tout le monde soit clair. Grosso modo, le trading crypto, ça a commencé sur des échanges centralisés en order book. Et après est arrivé Uniswap et d'autres qui a fait migrer un peu le volume vers des systèmes plutôt en logique AMM. Et maintenant, on est un peu dans un monde hybride et on se pose la question de où ça va par la suite. D'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas si tu as connu l'époque avant justement les AMM. Donc, je me rappelle plus du nom de l'échange, mais Etherdelta et les oui, trucs c'est ça. horribles comme ça, c'était vraiment atroce. Oui, j'ai fait quelques C'est- transactions c'est- là-dessus. C'était atroce, mais c'était des order books
on-chain, entre guillemets, il y avait une partie qui était off-chain, mais c'était la première itération, on va dire, d'un système qui fonctionnait plus ou moins on-chain. Et à côté de ça, tu as aussi d'autres systèmes qui continuent encore à fonctionner dans le même principe aujourd'hui, c'est 0x. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Pareil, oui, il y a une partie off-chain pour. Il y a une partie off-chain, mais tu peux en fait cancel par exemple ton ordre, tu dois quand même faire une transaction on-chain. Donc pourquoi est-ce que les AMM se sont imposés on-chain par rapport aux order books? C'est premièrement tout con, hein, mais la latence. Le fait de devoir attendre, il me semble que le block time de l'Ethereum, c'est une dizaine de secondes, je ne me rappelle plus exactement, c'est 14 ou un truc comme ça. Ouais, 12? Je sais plus, mais ouais. 12, Quinzaine, on ouais, va dire. dans ce là. Mais ça, en fait, ça t'empêche de vraiment faire des choses optimisées sur l'order book. Parce que sur un système traditionnel, on est de l'ordre d'aller de 5 à 20 millisecondes, gros maximum. Donc, c'est pas du tout le même espace-temps. Ensuite, tu as aussi l'autre problème qui est les frais. Sur un order book, tu peux placer un ordre ou le cancel quasiment instantanément et ça te coûte zéro. Alors que sur on-chain, bah, ça va te coûter une transaction, que ce soit Ethereum ou même en soi Polygon, hein, c'est pareil, ça va quand même te coûter quelque chose, quelques centimes. Ouais. Ça, c'est une des principales raisons qui empêche d'avoir des order book on-chain. C'est que ce serait juste en fait trop coûteux à faire fonctionner. Ensuite, une autre raison pour laquelle les AMM se sont plutôt bien imposés on-chain, c'est la facilité avec laquelle on peut fournir de la liquidité. C'est-à-dire que tu peux, je sais pas moi, tu as 50 000 euros sur ton compte on-chain, bah, tu peux simplement cliquer sur deux, trois boutons et hop, c'est fait, tu fournis de la liquidité sur le marché, On qui va en pour un order reparler, book, mais n'est pas un peu moins possible. vrai pour Uniswap V3. Mais oui, oui, c'est clair que la démarche quand même d'apport de liquidité, en gros, en mettant le comme ça a amené les non-professionnels à l'apport de liquidité, alors qu'avant, sur un order book, c'est plutôt une logique, vous êtes un market maker, il y a toute une infrastructure, c'est pas un truc, vous ouvrez Uniswap et vous posez des tokens, quoi. C'est ça. Et aussi, c'est pour ça que souvent on appelle ça la liquidité passive. C'est-à-dire que c'est une règle qui est définie et ensuite la règle est tout le temps suivie. Alors que quand on fait du market making sur order book, les professionnels, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est un métier en fait d'être market maker, hein. C'est des années de développement, etc., pour avoir une solution qui tient plus ou moins la route. Ça, on change les règles entre guillemets toutes les 15 secondes. Parce que en fonction des conditions de marché, de la volatilité, du nombre de traders, de la directionnalité du cours, tout ça fait qu'on va changer les stratégies qu'on met en place. Alors que sur Uniswap, ou même Curve ou ce que tu veux, c'est une règle qui est définie et ensuite le marché fait sa vie, entre guillemets. Ça s'applique à tout le monde. Donc, c'est ça, la même règle est appliquée à tout le monde. Donc c'est Hmm. vraiment un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les AMM ont facilité un truc, c'est l'apport de liquidité. Oui, c'est clair. Et ça s'est vu d'ailleurs comme le souligne Cyril dans le chat, il y avait un gros problème sur ces premiers échanges order book dont on parlait tout à l'heure, EtherDelta et d'autres. C'était tout simplement la liquidité disponible qui n'était pas immense. Et comme c'était un order book, il fallait en plus qu'il y ait des ordres correspondant à l'ordre inverse de ce que vous vouliez faire à dispo, quoi. Donc, c'est vrai qu'à ce Après niveau-là, c'était très ça, très galère pour acheter des tokens sans. ça ce qui est assez intéressant aussi à remarquer, c'est que maintenant, même si tes tokens sont disponibles, en fait, tu peux te retrouver des fois à les vendre plusieurs pourcents en dessous du vrai prix que tu aurais pu Bien avoir sûr. sur un échange centralisé. Donc, on a réglé le problème, mais en mettant un peu la poussière sur le tapis. Parce que C'est maintenant, le ça. trader ne se rend pas forcément compte qu'il est en train de, en fait, perdre 2 ou 3% juste en achetant un token on-chain. Bien sûr, mais en fait, pardon, c'était peut-être plus clair que ça. C'est dans la perspective utilisateur, l'AMM Mhm. transforme un non ferme, parce que là où sur l'order book, il n'y avait pas d'offre, tant pis pour toi, tu peux rien faire, en un oui, mais ça va te coûter. C'est ça. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est quand même toujours mieux d'avoir des options. Alors après, ça dépend du slippage, bien sûr, mais je pense qu'en termes d'expérience pour l'utilisateur, ça c'est. Enfin, oui, ça se voit clairement, c'est plus pratique à utiliser, en tout cas pour faire du swap. Euh, Oui, ça, pour faire du swap, oui. Pour faire du trading, non. Mais pour faire du swap, oui, si tu veux juste acheter de l'Ethereum pour le revendre dans 3 ans, en soi, tu t'en fous, que tu aies à perdu un 1% demi près, pour quoi. cent, c'est ça. Tu t'en Mhm. fiches. Et c'est pour ça Ah, d'ailleurs qu'on voit que MetaMask fait pas mal de volume, hein. C'est malgré c'est leur impressionnant. quasiment 0,8%, il me semble, un truc comme ça de frais, bah, Ouais, ils continuent à. 0,82%.
Oui, mesdames et Ah, c'est messieurs, ça. vous avez bien entendu. Alors attends, c'est marrant que tu me fais... Parce que là, je suis sur Token Terminal, donc tant qu'à faire, je crois qu'on les a là. Mais c'est vrai que... ils ont pas MetaMask là-dedans? Ils mettent pas protocole. Euh, En soi, MetaMask, c'est pas vraiment un protocole, donc je sais pas s'il est. Si, si, il est là, regardez. Donc, Ah, si. c'est marrant, n'empêche, quand on voit le top de la DeFi en ce moment, c'est MetaMask et Axie Infinity, quoi. Il y a un côté un peu contradictoire, mais en même temps logique. Mais donc, ouais, vous voyez bien que là, MetaMask génère à peu près autant de frais, de revenus au niveau du protocole, il y a marrant que ça s'appelle ça un protocole, que MakerDAO, l'ensemble du protocole. Et donc, tous les frais de stabilité payés sur tous les vaults et ainsi de suite, ça, c'est ce que récolte MetaMask en juste un frais de swap. On en a parlé déjà sur le stream, donc je pense que la taxe de la paresse, qu'on avait appelé ça. Mais c'est exactement ça, hein. C'est le fait de rendre l'interface plus simple, bah, c'est ça qui a fait le succès des AMM, hein. Oui, c'est vrai que ça marche. Euh, donc au niveau de l'order book, c'est vrai que... Alors moi je le comprends un peu comme ça par rapport à ce que tu m'as dit, qu'en gros il y a un peu une tension entre... a priori, dans le monde de la finance classique, ce que tu veux faire avec un order book, c'est des trades précis, rapides et potentiellement à une fréquence importante. Mmh. Mais l'enjeu dans notre monde à nous en DeFi, qui est que, en fait, tu as deux options. Soit tu mets l'order book off-chain, et dans ce cas-là, tu peux faire tout un tas de choses intéressantes, potentiellement avec quand même des limites, mais tu perds un intérêt essentiel, qui est que, bah, qui dit order book off-chain, dit que potentiellement il y a des gens qui ont des accès privilégiés ou autres, enfin il peut y avoir de la manipulation à ce niveau-là. Alors que, ou alors tu ramènes l'order book on-chain, mais dans ce cas-là, tu souffres de toutes les limites qu'il y a au niveau de la chain, et notamment les délais entre les blocs, et ainsi de suite. Est-ce que c'est Alors, fidèle? Je suis à côté de la blague. c'est plus ou moins ça. En fait, ce que tu dis était vrai il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, on peut le voir, par exemple, on-chain, tu as aussi des manipulations. Ah Un oui, oui. sujet qui est en train d'émerger, C'est vrai c'est, qu'on a. le MEV. C'est vrai que Donc, j'ai pas trop lu, mais on va faire un point sur le MEV tout à l'heure. c'est en soi, cet argument n'est plus valable. Mais par contre, ce qui existe, c'est que même off-chain, tu peux avoir des order books qui sont entre guillemets trustless. Donc, par exemple, comme Loopring qui fonctionne donc sur un L2, tu as un opérateur centralisé qui tient donc le marché, mais tu as une série de règles qui sont définies et qui empêchent l'opérateur de marché de faire ce qu'il veut. Donc, il Ouais, peut donc pas, tu as par des exemple, garanties. Hmm. c'est ça. Le seul pouvoir qu'il garde et qui est inhérent au fait de la centralisation d'un seul opérateur, c'est qu'il peut te censurer. Donc, c'est-à-dire, il peut dire non, ton trade, je le prends pas. Et Ok. ça, c'est en soi, ça pourrait aussi arriver on-chain. Si les mineurs décident demain d'arrêter de prendre la transaction, ils le peuvent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font plus ou moins avec les orders, avec les attaques sandwich, etc. Ils trifouillent un petit peu dans les blocs pour faire en sorte d'extraire de la valeur sur ton dos. En fait, c'est un peu Donc, pour simplifier, c'est un peu le choisis ton ennemi c'est ça. de l'échange centralisé où en fait ton ennemi c'est l'échange lui-même puisqu'il y a moins de transparence, il peut potentiellement y avoir des choses à ce niveau-là. À l'autre extrême, ça serait le DEX, disons, où il n'y a pas du tout d'administration comme Uniswap, où là tu as toujours un ennemi, mais ton ennemi en fait il est potentiellement, c'est pas le DEX en lui-même, ça va être juste d'autres arbitrageurs qui vont essayer de te faire un sandwich ou autre. Et potentiellement extraire de la valeur de ton activité, quoi. C'est exactement ça. Du point de vue, là, on reste encore du point de vue du trader. Ouais. Euh, mais oui, du point de vue du trader, je veux dire, si c'est pour simplement faire des petites quantités et rapidement, sans te prendre la tête, les AMM, à mon avis, resteront concurrentiels encore longtemps. Même si, en soi, rien n'empêche de faire une interface qui ressemble à l'interface d'Uniswap avec un order book. C'est d'ailleurs, il me semble, ce que tous les échanges, même centralisés, sont en train de faire. Maintenant, tu as un système où tu peux juste swap, parce qu'en fait, un swap, si on le traduit dans le langage des order books, c'est ce qu'on appelle un market order. C'est-à-dire, je veux Ouais. acheter, par exemple, je veux acheter pour 100 dollars d'Ethereum, qu'importe le prix. C'est ce qu'on appelle un market order. Et c'est au final ce qu'on appelle maintenant dans la DeFi un swap. Hmm. Et c'est là où ça devient un peu complexe, c'est que j'ai l'impression des deux côtés, il y a des tentatives de passerelle vers l'autre, quoi. C'est-à-dire que par exemple, il me semble que c'est Sushi qui bosse sur un truc pour faire des ordres sur Sushi. Et il me semble qu'il y avait eu déjà quelques implémentations de choses similaires où en gros c'était des ordres routés sur des AMM, quoi. Et Ah oui, ça se fait en rajoutant un peu de logique avant l'ordre, quoi, en fait, si j'ai bien compris, j'imagine. c'est le système, à mon avis, tu veux parler des systèmes de limit order. C'est ça, ouais.
Les ordres Oui, limites. les ordres limites, en fait, c'est la base des order books. En fait, un order book, c'est des ordres limites, c'est-à-dire tu dis pour tel prix, combien est-ce que tu veux acheter ou vendre. Ça, c'est les ordres limites. Et ensuite, tu dois attendre que quelqu'un exécute ta contrepartie, donc qui t'achète ou qui vend ce que toi tu veux acheter ou vendre. Hmm. Et ça peut déjà se faire on-chain très facilement, hein. 0x, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si tu vas sur le site, il me semble, c'est par exemple OneInch, ils ont un système de limit order. Oui, c'est Paraswap, il ça. me semble que c'est pas encore en place. C'est pas encore en place sur Paraswap, mais il me semble que sur OneInch, mais je sais pas, est-ce que c'est encore fonctionnel sur OneInch, le limit order? Je sais pas. Sinon, je sais que Matcha, leur truc fonctionne plutôt pas mal. Ouais, vas-y, on va aller voir Pour tout les ça. limit order, en tout cas. On va voir ce que ça donne. Hop, je peux montrer un peu l'écran. Ouais, en effet, il y a le limit. Mais du coup, Et on va. ça, en Ouais, fait, comment ça fonctionne? C'est simplement, tu signes une transaction qui est stockée ensuite off-chain sur des relayeurs. Ensuite, les gens peuvent consulter la liste des ordres qu'ils peuvent exécuter. Et ensuite, bah, le mec qui veut acheter ou vendre, en fait, la contrepartie de ton limit order va l'exécuter lui on-chain. Donc, tu ne payes pas les frais de gaz, mais ce sera, entre guillemets, déduit de ce que tu vas recevoir. Parce que hmm. l'acheteur va quand même, ou le vendeur va quand même devoir à un moment faire la transaction on-chain. Ouais, on nous cite dans le chat Serum et peut-être d'autres qui ont des formes d'ordre un peu implémentées, mais c'est de l'ordre par une abstraction en fait, quoi. Même, ça pourrait être fait maintenant, même directement via les systèmes de Flashbot, donc le MEV. Donc, c'est-à-dire, tu peux Hmm. dire, voilà, je veux faire un swap avec telles conditions qui ne sont pas encore effectives maintenant. Par exemple, je veux faire un swap pour vendre mes Ethereum à 3000 $. Bah là, actuellement, ton swap va pas fonctionner. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ne mets pas, tu payes pas les frais de transaction et tu laisses une petite carotte au mineur pour exécuter le swap. Donc, dès que le Le swap prix sera va varier. possible, c'est ça. Dès que le swap sera possible on-chain, bah alors ce qui va se passer, c'est que le mineur va voir, ah, attends, si j'exécute cette transaction, je vais gagner, je sais pas moi, 20 $. Et donc, il va le faire. Donc, en soi, les limit orders, ça peut être implémenté sur à peu près tout. Ouais, c'est vraiment. En fait, c'est là où ça devient compliqué ce sujet, j'ai l'impression, c'est que Mhm. il y a la question de l'ordre en termes expérience utilisateur, c'est-à-dire moi, utilisateur, je peux arriver sur le système et dire j'achète à tel prix. Et après, il y a plus l'organisation de l'échange en lui-même, comment il matche les ordres. Et c'est plus un peu cette couche-là qui a des conséquences plus importantes, j'ai l'impression. Parce qu'au final, apporter des ordres limites, tu peux le faire des deux côtés à terme, avec un peu de cuisine, disons. C'est ça. Bah, par exemple, tu avais mis dans la liste des sujets qui seraient intéressants de parler, c'est CoSwap. Ouais, on va y arriver. CoSwap, en fait, fait exactement ça. C'est pour les traders, quoi. Swap, pour l'instant, je pense que je peux le dire sans trop mouiller, c'est le meilleur moyen de swap on-chain. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai que ça agrège Paraswap en plus, maintenant vous avez tout. c'est C'est ça. quoi Ça agrège Paraswap et ça va bientôt aussi agréger Matcha. Ça agrège déjà OneInch, ça agrège SushiSwap, ça agrège Je vais Uniswap. dire celui-là. Donc c'est pour moi, on ira tout doucement vers ça. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Paraswap n'a pas sauté sur un truc similaire. Ah ouais. Après, Franchement, et ça aurait été un business monstre. ouais, je sais pas, Parce je que même pense qu'il y a. en termes d'interface utilisateur, tu n'as plus besoin de faire transaction. C'est juste génial, quoi. Plus se faire Ouais. chier à définir ton gas, définir tes transactions qui échouent, ton slippage. Mais en fait, c'est ça qui est génial, tu vois, c'est qu'au fur et à mesure que l'infrastructure de swap se complexifie, chacun prend un peu sa part de spécialisation, j'ai envie de dire, et en même temps, comme c'est composable, bah, c'est tant mieux, tu vois. Et c'est vrai que Paraswap, pour l'instant, le taf, c'est déjà, et c'est très compliqué, de trouver juste tout simplement le meilleur chemin au sein de toutes les poules. Après, pour moi, il y a pas de problème à avoir un truc en amont qui est plutôt au niveau de la MEV protection et des choses comme ça. Et à Mhm. terme, tu vois, tout ça wrappé ensemble dans un wallet. Pour que l'utilisateur il fasse des swaps vraiment optimisés sans même savoir toute la sorcerie qui se passe derrière, c'est encore mieux. Bien sûr. Après, là, de nouveau, on s'est arrêté du point de vue du trader, du point de vue du trader, allez, même pas vraiment de trader, du point de vue d'une personne qui veut acheter un token pour l'utiliser dans la DeFi. Parce que globalement, c'est ça qui est fait on-chain pour l'instant. C'est pas vraiment, tu vas pas trader avec, je sais pas moi, faire 15 ordres d'achat et de vente par jour, c'est pas un truc que tu vas faire on-chain, où il faut vraiment avoir Des gros vraiment balles.
C'est ça, des très grosses quantités, et alors tu le feras pas non plus on-chain parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour le faire. Donc pour l'instant, le système de swap est surtout utilisé pour la DeFi. Donc j'ai besoin d'acheter, je sais pas moi, du token de, qu'est-ce qu'il y a eu en ce moment? Par exemple, le stake DAO, pour ensuite pouvoir le mettre dans leur truc pour avoir du rendement, etc. Mais tu vas pas faire du trading. Ouais, ouais. Euh, alors, pour essayer de garder ça structuré, on va peut-être revenir sur CoSwap après, mais avant de creuser ça, je pense, juste pour être sûr qu'on a tout le monde, sur les principales logiques de market maker, parce qu'il y a quand même des différences à cerner, et peut-être après côté order book. Euh, donc sur les Peut-être market... d'abord ré- Ouais, peut-être d'abord réexpliquer le principe en fait déjà du market making. Donc de base, quand tu as un marché, donc tu as des acheteurs entre guillemets, on va dire naturels. Donc par exemple, toi, tu as envie d'acheter de l'Ethereum parce que tu penses que l'Ethereum va monter. Et à l'inverse, tu as des vendeurs naturels. Tu as des gens qui pensent que l'Ethereum va baisser ou tout simplement qui en ont acheté plus tôt et qui veulent un petit peu prendre leurs bénéfices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traders informés et non informés. Donc c'est des gens qui veulent parier sur le changement de prix d'un actif. Le problème de ça, c'est qu'ils ne vont pas forcément se rencontrer au même moment. Donc, par exemple, toi, tu vas pas forcément trouver quelqu'un qui voudra te racheter tes Ethereum ou te les vendre au moment où toi, exactement, tu voudras le faire et au prix auquel tu voudras le faire. Donc, pour faciliter ces échanges, pour fluidifier vraiment le marché, on a une tierce partie qui arrive et qui va en fait être uniquement là pour fluidifier les échanges. Donc, c'est-à-dire proposer des ordres d'achat et de vente plus ou moins éloignés du prix, du dernier prix qui a été échangé. Donc ça, c'est le rôle du market maker. Ensuite, comment est-ce que le market maker, en tout cas dans la finance traditionnelle, gagne sa croûte, son pain? C'est via l'écart entre l'achat et la vente. Donc par exemple, il va te vendre de l'Ethereum à 100 dollars et il va te le vendre à 100 dollars et il va te le racheter à 95 dollars. Et ensuite, grâce à ce écart, il pourra du coup faire du profit. Donc ça, c'est la base, vraiment le niveau zéro, entre guillemets, du market making. Donc, le problème de ça, c'est que si le marché bouge, dans un sens ou dans l'autre, qu'importe, il va se retrouver en fait à avoir beaucoup d'assets euh, de l'actif qui perd de la valeur et de moins en moins d'assets de l'actif qui, à l'inverse, du coup, gagne de la valeur. Et ça provoque une perte. Donc, tout le jeu est de réussir à fournir suffisamment de liquidité pour attirer les traders. Sinon, si les traders n'ont pas assez de liquidité, ils vont juste pas rester et donc il n'y aura pas de volume. S'il n'y a pas de volume, tu engranges pas de profit. Allez, tu ne récoltes pas des frais, comme on appelle souvent en chaîne. Et donc, ça fait que l'échange se vide et tu te retrouves aussi à perdre de l'argent. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus fournir trop de liquidité, sinon tu te retrouves au moins de changement de prix, à perdre de l'argent parce que tu échanges l'actif qui perd de la valeur contre celui-là qui en gagne. Donc ça, c'est vraiment la base du market making. ouais, ça fait déjà, déjà pas mal. Au final, bon, après, la question de l'impermanent loss, on se rend compte elle est déjà pas simple dans un contexte, disons, 50-50 Uniswap de base. Elle devient encore plus complexe maintenant avec les différentes variantes qu'il y a sur le modèle Uniswap et notamment les pool balancers ou curve. Où c'est vraiment, je pense pas que la plupart des utilisateurs soient conscients du calcul. Et c'est ça en fait, ce qui m'a toujours un peu choqué, entre guillemets, c'est les gens, quand ils déposent des tokens sur un AMM, que ce soit Uniswap, SushiSwap ou ce que tu veux, en fait, ils ne se rendent pas compte du pari qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de parier sur le fait que les deux assets vont rester plus ou moins au même prix dans le temps, ou et que le changement de prix va être compensé par les frais qu'ils vont récolter. Et ça, c'est un pari qui est assez touchy à faire, parce qu'il faut quand même bien savoir gérer le ratio entre le volume et la liquidité, gérer la volatilité, la directionnalité. Et c'est des choses que Uniswap ne fait pas, vu qu'Uniswap, c'est bêtement une fonction. Allez, c'est deux variables et puis c'est tout, quoi. C'est Y et X et c'est tout. Donc, c'est-à-dire ton asset A et ton asset B et puis c'est tout. Tout le reste, entre guillemets, c'est pas géré. Hmm.
Oui, c'est toute la limitation de Uniswap V2 et ce qui a un peu amené au modèle V3 où justement on a plus de granularité à ce niveau-là. Et en quelque sorte aussi, avec Uniswap V3, tu peux, je veux dire, alors pour repasser dans la perspective de trader, avec la concentration de la liquidité, au final, tu peux utiliser ça pour faire un ordre d'une certaine manière, en te plaçant aux extrêmes. Et, euh, et en outre, je trouve que les paramètres additionnels rajoutés, au final, donc la concentration, ça revient au final à ramener plus de granularité dans l'apport de liquidité et à rapprocher ça un peu plus. En fait, c'est là où c'est marrant, c'est un peu schizo Uniswap V3. C'est-à-dire, en termes d'utilisateur trader, c'est toujours la même chose, j'arrive, je mets des is, je swap. Mais en termes de LP, on est au final presque dans un truc un peu hybride entre order book et AMM, non? Oui, c'est ça. Et en fait, même maintenant, avec, je sais pas si tu as vu passer ça sur Twitter, tu as quelqu'un qui a utilisé justement le MEV pour mettre des ordres limites, donc des ranges très, 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 très concentrés de liquidité, directement off-chain, en fait. Donc, il voit quelqu'un veut, par exemple, acheter un peu d'Ethereum. Ouais. Bah, pour réussir à capturer tous les frais, il va mettre de la liquidité juste avant lui et la retirer juste après lui. Et donc, on arrive en fait à un order book où quelqu'un a fait ce qu'on appelle du spoofing, donc c'est-à-dire ajouter pas mal de liquidité juste avant un achat ou une vente afin d'absorber les frais. Hmm. C'est rentable ça malgré les coûts assez importants de gestion de position LP sur Uniswap V3? Bah, ça dépend. En fait, tu peux Oui, ça dépend de la utiliser. taille du trade, j'imagine. C'est ça. Lui, il fait ça, il me semble que c'était dans les 15 millions, tu vois. Oui, d'accord, d'accord. De Oui, mais toute à ce façon, déjà, tarif-là. pour faire de l'extraction de valeur, de toute façon, c'est un marché qui nous est fermé. Je veux dire, il faut avoir des contacts avec les mineurs ou être enregistré avec Flashbot, etc. Je veux dire, c'est pas un truc que tu pourras faire toi demain. Ah, ça, c'est vrai qu'on va peut-être en parler après, c'est cette thématique de l'ordre des transactions, la priorisation et tout ce qui tourne autour de ça. Euh, mais donc, alors attends. Donc, on a bien parlé, je pense, des modèles AMM principaux, UniV2, UniV3, vous avez une idée à peu près. On va pas vous les refaire en détail, mais c'est vraiment pour les comprendre dans le contexte de ce soir. On a moins abordé, pour l'instant, les autres AMM comme Curve, je pense à Curve, évidemment, tu le connais, grand fan. Et peut-être aussi des modèles un peu moins connus, mais Balancer et potentiellement Bancor aussi, que sur Twitter les gens aiment bien. Hum, Donc à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur leur AMM en lui-même? Qu'est-ce qui change par rapport à un Uniswap V2 qu'on va utiliser comme base, puisque c'est quand même le plus standard, disons, celui qui a défini un peu ce que c'est un AMM dans la tête des gens. Et après, on pourra Euh, peut-être parler un peu des tokens et tout ça, mais là, je préfère vraiment qu'on hmm. discute de mécanismes de market making, quoi. Alors, Curve, donc Curve a deux produits en fait, hein. Il a le Curve V1 et Curve V2. Donc, Curve V1, c'est ce qu'on appelle le stable swap, c'est-à-dire c'est une fonction où, contrairement aux AMM, tu vas avoir une courbe qui sera beaucoup plus concentrée au niveau proche du prix, parce que tu vas échanger du USDC contre de l'USDT ou de l'USDC contre du DAI. Donc, c'est des actifs qui sont très peu, voire pas du tout volatiles. Donc là, c'est une fonction qui est très optimisée pour permettre justement de rester dans des ranges assez proches du prix, qui est souvent de 1 pour 1. Donc ça, c'est stable swap. Ça, c'est plutôt assez performant parce que c'est un use case très, très, très en fait restreint, hein. C'est un truc qui n'existe pas, par exemple, dans la finance traditionnelle. T'as pas Trois variantes du dollar. d'actifs. C'est ça, il n'y a pas de variante du dollar. De temps en temps, tu peux avoir ça plus ou moins avec ce qu'on appelle du spread trading, mais bon, ça, c'est vraiment dans des trucs très particuliers et encore, on n'utilise pas vraiment ce genre de formule pour faire ça. Mais c'est un truc vraiment novateur parce que bah, c'est vraiment un use case qui est né de la DeFi et que la DeFi a répondu au problème. Ensuite, tu as la Curve V2 qui, là, est un peu différent. C'est pour vraiment simplifier, c'est comme Uniswap V3, sauf qu'ils utilisent, plutôt que laisser les gens définir eux-mêmes leur range concentrée, c'est basé sur une moyenne mobile exponentielle. Donc, moyenne mobile exponentielle, donc tu prends le prix et que tu mets tout simplement à la puissance. Donc, ça te permet d'avoir une courbe qui lisse les prix et qui réagit plus vite qu'une moyenne mobile classique, vu qu'elle est exponentielle. Ça permet en fait de définir une,
un range de liquidité plus serré et qui va du coup suivre les prix. Le problème de ça, c'est si les prix partent très vite dans un sens ou dans l'autre, tu vas te retrouver avec une impermanence loss plus importante que sur un Uniswap V2. Parce que tout simplement, tu mettras plus de sous plus proche du prix. Pour un peu Ouais. contrecarrer ça, Curve a mis en place un système en fait qui ne change la liquidité seulement quand de mémoire, hein, parce que leur papier était assez Il était complexe. dense, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ils ne changent le range uniquement quand la perte que tu vas faire. Donc, quand tu changes le range, ton impermanent loss devient une vraie perte, vu que tu Tu le retires ta réalises. liquidité. Hmm. C'est ça. Et donc, pour contrecarrer ça, donc c'est en fait ils vont le changer ce range uniquement quand ta perte ne sera pas supérieure à la moitié de ton gain. Donc, c'est une manière d'un petit peu contrecarrer le système, mais ça n'empêche pas que si tu as des mouvements rapides, tu auras une impermanent loss supérieure à ce que tu aurais eu sur un Uniswap V2. Mais du coup, tu as aussi plus de profit quand le prix reste plus ou moins stable. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, ils sont partis sur une tripool plutôt que sur une pool USDC Ethereum, par exemple, ou une pool BTC Ethereum, BTC USD. C'est pour un petit peu diminuer la volatilité de la pool. Comme tu Hmm. as trois actifs, dont deux qui sont quand même plutôt bien corrélés, donc l'Ethereum et le Bitcoin, ça diminue l'impact de la volatilité vu que tu as qu'un seul actif qui représente du coup 33% de la pool, qui lui va varier un peu plus, qui est le dollar. Je sais pas si c'est clair. Donc c'est Non, assez compliqué. c'est assez compliqué, mais c'est clair. Puis c'est à peu près comme ça que je le voyais aussi pour simplifier. Curve V2, c'est un peu des positions Uniswap V3, mais gérées par Curve. Je veux dire, dans la logique où le choix que tu as sur Uniswap V3 de toi choisir ta range, là, au final, ce choix est fait au niveau de Curve, à travers des paramètres de la pool, de la factor et d'autres. Mais c'est pas un choix que l'utilisateur doit faire. Au final, le résultat effectif est assez similaire où c'est de la concentration de liquidité autour d'un certain range et donc avec le bénéfice qu'il y a plus de liquidité effective, mais le risque que on est concentré autour d'une range, donc tout mouvement violent par rapport à cette range peut avoir des conséquences tout aussi violentes. Sachant qu'il ne concentre pas 100% de la liquidité, hein. Ça, j'avais été demandé du coup, j'ai oublié son nom. Charlie? C'est Charles. Ouais, Charles, je sais plus. Euh, je lui avais demandé un petit peu comment est-ce qu'il faisait du coup pour gérer le cas où, je sais pas moi, on a un Black Swan sur les marchés et le Bitcoin perd 50% en quelques heures. Il a dit en fait qu'il y a seulement une petite partie de la liquidité qui est concentrée et le reste est très proche d'un Uniswap V2 en fait. Ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça que tu vas pas te retrouver avec une impermanent loss de malade comme tu aurais eu sur un Uniswap V3 si tu avais simplement mis une pool, un range de liquidité serré. Donc Ok, ouais, quand même c'est un peu de c'est quand même garde-fou. un petit peu, c'est ça, c'est un peu plus safe quand même qu'un Uniswap V3 où tu ne le gères pas quoi. Ouais, d'accord. Et, euh, et donc après, bon, bien sûr, on n'en parlera pas ce soir, mais gardez en tête, il y a tout l'enjeu autour des tokenomics de ces protocoles qui sont aussi bien différentes et les tokens qui peuvent servir à compenser des choses comme la permanent loss et tout ça. Et notamment dans cette logique-là, juste pour le clarifier, côté Bancor, on est là sur un AMM Uniswap V2 assez classique au final. Et Oui, là c'est la même chose. l'innovation se fait plutôt au niveau de la tokenomics. Mhm. En fait, tu vas simplement la perte donc due à la volatilité des actifs, plutôt que la faire payer entre guillemets au liquidity provider, tu vas la faire payer au holder de Bancor, de leur token, j'ai oublié le nom. C'est BNT. BNP, non? Ouais, c'est ça. Il est si inoubliable. Euh, Ils étaient là avant Uniswap, hein, faut pas c'est l'oublier. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Euh, et Curve, c'est pareil, hein, on va pas trop rentrer dans les détails, mais Curve, c'est exactement la même chose aussi. Tu as autant de liquidité sur Curve. Pourquoi? Parce que tu as le token economics derrière Bien qui sûr. permet de garder la liquidité. D'ailleurs, c'était assez marrant, tu avais ouvert Token Terminal. Ouais. Tu peux regarder dessus. Curve n'a pas augmenté en revenus depuis qu'ils ont dépassé les 2 milliards, il me semble, de liquidité. Donc, que ce soit 2 milliards ou 9 milliards, ils gagnent la même quantité d'argent. Alors, est-ce elles sont à jour les stats sur Token Terminal là-dessus? Parce qu'ils ont rajouté Curve récemment. Et
Il me semble qu'il n'y a pas la tri-pool, là, ou Et tri... puis Je je sais pas crois comment elle s'appelle. ils avaient un peu du mal à avoir toutes les données, hein. Il me semble, vu que Curve avait retweeté Token Terminal, il me semblait que c'était réglé. Ouais, c'était ok. Euh, mais Puis tu ça, peux on va se vérifier, mettre. hein, donc Ouais, il je faut regarde là. sélectionner la TV, il faut mettre la TVL. La TVL et le revenu, du coup. Allez, pourquoi tu mets le market cap? Il faut désélectionner Market Cap en cliquant non, à gauche. Allez, c'est Légèrement bon. à gauche, pas sur la. Ouais, hop, Et et les ça, je m'en revenus. fous. Et les revenus. Ah ouais, d'accord. Oui, en effet, on voit la TVL qui explose et les revenus qui ont suivi quelques Donc, jours et après. Oui, ils ont quand même l'air de faire un plateau un peu plus élevé, hein. oui, mais c'est pas 4 fois C'est pas en supérieur comme la proportion, ouais. TVL, hein. C'est ça. Ça, c'est une notion qui est importante à comprendre, je pense. C'est que, en fait, le market making, c'est pas parce que tu doubles ou triples la quantité de liquidité que tu doubles ou triples les revenus. C'est même plutôt Bien l'inverse. sûr. Au plus tu augmentes la liquidité, au plus le profit par dollar de liquidité apporté va diminuer. C'est d'ailleurs pour ça que sur les échanges centralisés, t'as pas des offres, ah, déposez-moi votre liquidité et je vais vous faire votre market making à votre place. Parce qu'un market maker professionnel n'a aucun intérêt à te donner une place dans sa stratégie, parce que ça va faire uniquement diminuer Ça le ses dilue, revenus. quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que là, on a eu un petit feu de quelques jours sur Uniswap V3, où certaines personnes, on va dire un peu biaisées, Hmm. ont dit comme quoi Uniswap V3, c'était pas rentable ni rien. Mais le problème, Ah, c'est les qu'ils fameuses prennent du stratégie. comparaisons avec C'est ça, l'apport de liquidité V2 sans compter les frais ou je sais plus quoi, j'ai vu la comparaison, je me c'est suis dit, ça. c'est ok. En fait, le problème, c'est que Uniswap V3, ça ne sera jamais rentable pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde. C'est quelque chose qui sera réservé à des gens qui ont des connaissances. Et c'est triste, et encore, je suis pas sûr que ce soit spécialement triste, mais c'est comme ça. Le market making, c'est pas un truc que tu dois décentraliser. Le market making, c'est quelque chose que tu dois vraiment fine-tuner au maximum, et il y a une certaine quantité de liquidité optimale, et si tu mets plus, bah, tu vas juste diminuer ton rendement et donc augmenter ton risque. Donc c'est vraiment un jeu assez spécial, et je pense que c'est ça qu'on va découvrir dans les mois à venir, c'est que bah, le market making, c'est pas spécialement un truc qui doit être euh, aller accessible à tous. Ouais, bah, c'est vrai qu'après, Uniswap nous a peut-être donné de mauvaises habitudes avec la chasse au token dessus. Mais oui, ce que tu dis, ça rejoint assez la compréhension intuitive qu'en a tout le monde qui a fait un peu de DeFi, qui est en termes de rendement, les paires les plus intéressantes, ça va être en gros la fameuse petite paire dynamique, puisque ça correspond à tout ce que tu dis. Il n'y a pas Mm. énormément de liquidité déposée, mais il y a beaucoup de volume dessus, et idéalement, c'est sur un token porteur. C'est C'est ça, et il faut que les deux tokens soient porteurs. C'est ça le oui, oui. problème. Ouais, Il faut que les deux aillent dans le même sens. Sinon, bah, tu te fais aussi avoir. ouais, la fameuse IL Parce que, complémentaire. bah, par exemple, quand il y a eu le gros boom de la DeFi Summer, quand il y a eu des x10 sur quasiment tous les tokens, au final, un petit peu sérieux, bah, j'ai eu beaucoup de gens dans mes contacts qui n'ont peut-être gagné quoi, ils ont peut-être fait x2 ou x3. Tout ça parce qu'ils étaient sur des pools de liquidité. Et du coup, bah, ils se sont pris des IL de malades. Oui, c'est sûr qu'avec des mouvements aussi violents, ça fait mal. Et donc juste pour finir sur les modèles AMM, et après je te propose d'aller sur un peu toute la couche plus agrégation, MIB, CoSwap. On Mhm. n'a pas encore parlé de Balancer, je crois, au niveau de qu'est-ce qui change avec Balancer dans le market making. Encore une fois, Alors, on laisse tout ce qui est tokenomics, BAL, distribution de mhm. De côté. On parle toute vraiment façon, juste. c'est pas très intéressant sur Balancer. Le BAL est pas très. Je veux dire, c'est juste des liquidity mining classiques. Euh, donc Balancer, eux, ils ont apporté un truc un peu différent d'Uniswap. Donc j'ai parlé de l'ancienne version de Balancer parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie Oui, c'est vrai qu'il y a récemment. V1 et V2. C'est ça. Donc l'ancienne version de Balancer, c'était très proche d'Uniswap V2. Et en fait, la seule différence, c'est que tu peux avoir des allocations différentes. Donc tu peux par exemple dire, je veux 80% d'Ethereum et 20% de dollars. Ça permet de diminuer l'IL assez fortement. Parce que du coup, tu te retrouves avec des allocations un peu dynamiques. Tu peux par exemple dire, je veux une pool avec 4 ou 5 tokens et avec uniquement un des 5 tokens, par exemple, qui est du dollar. Ainsi, si
comme on le remarque généralement, le marché crypto est quand même plus ou moins corrélé. Bah, comme 4 tokens sur les 5 vont plus ou moins dans le même sens, bah, tu as une yield assez faible. Et malgré tout, tu as quand même de la liquidité qui est disponible. Donc ça, c'était le principe de base de Balancer, c'est de pouvoir en fait définir des pourcentages d'allocation plutôt qu'un simple 50-50. Et plusieurs, jusqu'à 8 tokens par pool aussi par rapport à Uniswap V2. Donc, ce qui permet de faire, comme tu le disais, les fameux, des choses qui ressemblent un peu à des index en fait. C'est-à-dire une pool de 8 tokens C'est sur ça. Balancer, c'est que ça marche comme un index. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des systèmes d'index qui utilisent Balancer directement, non? Il me semble que PDAO Ouais, utilise c'est ça. Je PayDAO dis qui peut-être est. une connerie. C'est soit PayDAO, soit Index, un des deux, peut-être les deux. Mais en tout cas, voilà, ça vous montre que c'est. Au final, les deux use cases se rejoignent à peu près dans cette En fait, dimension. ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que les AMM sont un truc qui existait plus ou moins en finance traditionnelle. C'était en fait une manière d'allouer ton portfolio qui était ce qu'on appelle le constant mix. Donc, c'est-à-dire, je veux tout le temps la même valeur relative, par exemple, d'actions et de trésors du bon américain. Et ainsi, tu peux dire, je veux rester à un 50-50, mais tu pourrais aussi dire, je veux 20% d'actions et 80% de bons du trésor américain. Et c'est quelque chose qui était très souvent utilisé dans la finance traditionnelle. C'est juste que bah, c'était pas automatisé et c'était surtout pas utilisé pour apporter de la liquidité. C'était juste fait pour garder une certaine allocation automatisée plus ou moins dans ton portfolio. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu comme en DeFi, on a les deux logiques, c'est-à-dire si tu veux vraiment avoir une certaine allocation maintenue, tu vas aller sur un token set ou un truc comme ça. Mhm. Et sinon, tu peux avoir l'approche maintenant plus Balancer ou même la tri-crypto de Curve, qui est une forme d'index apporteur de liquidité, quoi. On pourrait le décrire comme ça pour simplifier un peu. C'est ça. Et du coup, pour finir avec Balancer, la version 2 apporte quelque chose de nouveau qui est de pouvoir changer en fait les frais dynamiquement. Donc, par exemple, en market making, ce qui est important, c'est quand tu as de la volatilité, de pouvoir en fait écarter le spread. Donc, c'est-à-dire écarter le premier achat et la première vente. Donc, faire en sorte que si tu veux acheter et vendre directement, bah, tu perds plus d'argent quand la volatilité est plus élevée. Donc, ça permet d'engranger plus de profit pour le market maker. Mais on-chain, c'est pas possible. Le premier achat et la première vente est quasiment, bah, il est collé en fait. Donc, pour pallier à ça, la solution que Balancer a proposée, c'est de jouer en fait sur les frais. Donc, pouvoir choisir dynamiquement les frais que tu vas mettre sur ta pool. Donc, par exemple, quand on est dans une période assez calme où ça bouge quasiment pas, bah, tu peux descendre à des 0,05% comme certaines pools sur Uniswap. Mais par contre, quand le marché bouge dans tous les sens, bah, tu as intérêt à aller quasiment à 1% de frais Ouais, non, afin de contrecarrer de nouveau l'IL. ouais, c'est ça. En gros, plus le marché est volatile, plus tu prends un risque d'IL, disons, en acceptant des swaps, pour le mettre simplement. Et donc, tu compenses ce risque d'une certaine manière en augmentant le frais, qui permet du coup de lisser la position. C'est exactement Euh, ça. et après, sur V2 aussi, juste pour être exhaustif, il y avait des petits trucs niveau plus fondamental du protocole, où en gros, si je Oui, me souviens bien, sur V1, toutes les pools sont un peu traitées, elles sont à part, quoi. Alors que sur V2, il y a l'introduction de ce Vault qui permet du coup de faire des échanges entre tous les tokens présents sur Balancer de manière plus efficace en termes de gas et de coûts de transaction, et potentiellement aussi des intégrations un peu plus poussées avec d'autres protocoles, oui. AV ou des choses comme ça. Ouais, tu as aussi un système qui est pas mal, qui permet en fait de faire des arbitrages. Donc, imaginons, tu as une pool où l'Ethereum se vend à 100 dollars et tu as une pool où elle se vend à 120 dollars. Bah, tu as un système qui permet en fait de directement, sans apport de liquidité, de directement faire ton arbitrage en fait. Si elle a, tu peux en fait trader sans avoir le token à la base si à la fin la transaction est profitable. Ah oui, c'est Un vrai que peu ça a comme introduit les les flash. flash loans, mais C'est sur le ça. vol de balancer, du coup. Mhm. C'est ça, directement sur le vol. Je me disais bien que j'avais oublié un truc, un truc d'importance. Euh, donc, ouais, pour balancer, je pense que c'est pas mal. Vous comprenez un peu mieux maintenant les enjeux, je pense, au niveau des différents AMM. Il en reste un dernier, si on veut être exhaustif, mais je sais pas si tu as eu le temps de le creuser, moi pas trop. C'est le fameux, on peut le regarder à l'écran d'ailleurs, c'est le fameux Rainmaker de Kyber, là. Mhm. Euh, donc, qui a été lancé il y a 3 jours, hein.
un truc Il comme me ça. semblait que l'annonce avait déjà été fait avant et oui, il est online depuis quelques jours. Et qui là, du coup, en plus c'est bien, ça va nous faire un peu la transition pour le sujet d'après. Là, du coup, tourne sur à la fois le mainnet et Polygon. Mmh. Et on est donc sur un AMM, enfin pas un AMM du coup, mais pardon, un market maker, mais d'un type un peu nouveau qui s'appelle le Dynamic Market Maker. Tu as eu le temps de creuser un peu qu'est-ce que ça change? J'ai lu vraiment en diagonale parce que ça m'intéressait moyennement. Ouais, Mais d'accord. en fait, ce que j'ai compris, c'est que pareil, ils ont un peu pris le truc de balancer, donc le fait d'avoir des frais dynamiques, et en plus, ils ont ajouté un système qui permet d'avoir une certaine concentration de la liquidité. Amplification, ouais, le fameux, bah, tiens, il l'appelle AE, AMP, comme sur, un peu comme sur Curve au final. Donc. Mhm. Et ils ont rajouté donc un fameux liquidity mining on top of it. Ouais, c'est ça. Donc, à voir une fois que les grosses parties des récompenses seront passées, voir ce que C'est ça. ça apporte. Mais je suis assez dubitatif là-dessus. Je pense pas que ça va apporter grand-chose. Bah, un énième AMM, en effet, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas un AMM du coup, mais un énième DEX dans cette logique de market making automatisé. Je suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Au début, moi, je pensais que c'était un order book qui lançait. Et là, j'étais plus curieux de voir comment ça se passait. Mais ouais, En fait, l'avantage qu'il peut avoir ce genre d'approche, c'est qu'avec moins de liquidité, tu pourras tout de même rester plus ou moins compétitif. Donc, c'est le genre d'AMM qui pourrait peut-être, même s'ils sont pas numéro un ou numéro 2 comme Uniswap et Curve, rester quand même intéressant pour certains cas bien précis, quoi. Donc, à voir. ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas trop précisé ça encore, mais gardez en tête que d'avoir tous ces AMM qui existent. euh, alors, quand on est dans la perspective de trader, on peut se dire oui, en fait, celui que moi j'utilise pour swapper, il est important. Les autres, je m'en fous. Si c'est, je veux dire, si le but c'est juste d'avoir le meilleur prix, mais il faut avoir en tête aussi l'éventail d'options qu'ils offrent, quoi. Et pardon pour le bump du micro. Et notamment un truc moi qui m'a bien fait réaliser ça, c'est par exemple sur Uniswap V3, avec cette concentration de liquidité et la granularité un peu plus importante qu'il y a, eh ben, mettons que un token vient de se lancer, il y a beaucoup de demandes pour ce token. Vous pouvez apporter de la liquidité sur le token en question, juste avec le token lui-même et pas d'Ether. Et donc, ça ouvre des options, par exemple, à ce niveau-là, pour euh, des options un peu plus versatiles qu'avant, où avant, un possesseur du token qui aurait voulu apporter de la liquidité, il était obligé soit de vendre une partie de ses tokens pour mettre des Ethers, soit engager une partie de ses Ethers. Là, il peut juste arriver avec un certain paramétrage et commit sa liquidité 100% dans le token. Et en fonction de ce qui se passe sur le marché, après, ça va être plus ou moins heureux pour lui. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de flexibilité. Donc, il faut pas juste le penser en termes de compétitivité, qu'est-ce qui est le plus rentable. Après, ce sera le boulot des agrégateurs comme Paraswap, justement, de router les traders vers le plus compétitif. Donc au final, ça va quand même être, à mon avis, pas loin d'un monopole, quoi. À part certains use cases particuliers comme C'est les ça. poules de curve. Mais sinon, je pense on peut le voir déjà plus ou moins avec SushiSwap, hein. SushiSwap arrive à garder une place plus ou moins intéressante dans le top des fournisseurs de liquidités uniquement grâce à son token. Ouais, ouais. Ouais, ça, oui, il y a un ciblage un peu des projets, de certains projets. Euh, C'est ça, il va un peu plus sur les projets, on va dire, entre guillemets, communautaires. mhm. Donc avec, j'ai oublié leur truc là, Alchemy. Bento ou ouais, Onsen, mais c'est Onsen. Pour Hansen, le- voilà. euh, mais oui, clairement. Bon, après, c'est une stratégie aussi, hein, ça peut se tenir à voir. Mais je suis d'accord avec toi que je pense que ça va plus être pour eux au niveau de tous les produits annexes qu'ils proposent. Bah, je Je suis vois curieux de plus. voir s'ils vont aller vers la même direction que tous les AMM sont en train d'aller, c'est-à-dire les rendre plus complexes, Concentration, ou ouais. s'ils vont juste travailler sur l'incitation Il et y a peut-être voilà. un angle juste avec coucou, on est le DEX communautaire. Regardez, on a toute une suite de produits, lending, cashi, pour lancer ton token, pour faire ci, pour faire ça, pour faire machin. Ah, et en même temps, on est simple, tu vois. De rester un peu le Uniswap V2 mise à jour, j'ai envie de dire. Ouais, à voir. Euh, top, top. Donc, on l'a mis de côté, mais je pense que c'est le moment de le creuser un peu plus. Euh, Tout le thème de qu'est-ce qui se passe au niveau. Alors là, pareil, on va essayer de repartir un peu du haut niveau avant de descendre tranquillement. Et donc, on va arriver à CoSwap,
qui est l'objectif, disons, de ce thème-là. Mais je pense qu'avant ça, il faut prendre un pas de recul pour réexpliquer qu'est-ce qui se passe au niveau donc, de l'ordre et la priorisation des transactions sur Ethereum, et donc qui amène à ces enjeux de MEV. Qu'est-ce que ça représente concrètement, cette Miner Extracted Value donc? Ça, donc, par exemple, quand tu veux faire un swap sur, on va dire, Uniswap, tu vas vouloir acheter, imaginons, avec 2000 $, tu voudras acheter un Ethereum. Le problème, c'est que tu vas devoir définir ce qu'on appelle un slippage maximum. Donc, c'est-à-dire combien est-ce que tu es d'accord de perdre pour que ta transaction soit un succès quand même. Donc, ce truc-là, donc tu vas dire, par exemple, je suis OK de recevoir plutôt qu'un Ethereum, je suis OK d'en recevoir 0,95, donc 95 pour les Français. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle le slippage. Derrière ça, en fait, ça, c'était fait à la base tout simplement pour régler le problème de latence de la blockchain, c'est que ta transaction peut mettre un peu de temps à être minée, donc le prix peut bouger, et ce serait chiant que si le prix bouge d'1 centime, tu aies à refaire ta transaction. Le problème, c'est que des gens assez intelligents ont remarqué qu'ils pouvaient simplement, donc ces gens-là sont les mineurs. Les mineurs peuvent en fait simplement dire, attends, avant ta transaction à toi, je vais moi-même acheter les Ethereum et je vais passer ta transaction juste après et te revendre les Ethereum juste après ta transaction. Donc ça fait que tu fais monter le prix de l'Ethereum. Ensuite, toi, tu te retrouves à acheter de l'Ethereum plus cher. Et ensuite, le mineur va les revendre et du coup, va faire un profit instantané. Et ça, il peut le faire en jouant avec justement ce slippage maximum. Et il va en fait pousser au maximum possible l'arbitrage en fonction du slippage que tu auras choisi. Et, alors, oui, donc là tu mets le point sur, juste pour expliquer un peu dans mes termes, disons simples, pour que tout le monde comprenne bien et illustrer. Euh, Tu mets le point donc sur l'enjeu principal ici, dans le cas du swap, mais ça peut avoir lieu dans d'autres circonstances, hein, mais on vous parle de swap parce que c'est le plus simple. Euh, Pardon, je suis sur Polygon là. Ce qui est donc en fait ce fameux, en fonction des services, ça n'a pas forcément le même nom, mais par exemple sur Paraswap, on appelle ça la slippage tolérance. Et c'est là, en fait, ça c'est la marge de manœuvre qui va permettre la fameuse sandwich attack que vous décrivez, Nolan. Donc là, je vais vous montrer avec ce que j'ai à l'écran, si ça charge. Et donc, il se définit ici, vous voyez là, par exemple, il est à 3%, donc ce qui est un peu important, mais bon, vu le montant du swap, ça devrait aller. Mais il faut bien comprendre que c'est ça qui donne la marge de manœuvre pour le sandwich. Plus la slippage tolérance est important, plus il y a de l'espace entre les deux, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent s'immiscer, et du coup, une zone large à extraire, quoi. Et juste pour finir le côté pratique, sur Paraswap, vous pouvez définir votre slippage tolérance par défaut dans les settings là-haut. Ah, ça, je Et savais pas. ouais, j'ai remarqué que beaucoup de monde ne savait pas. Donc voilà, je vous recommande de mettre 0,5. C'est le plus flexible, disons 0,5. Ça marchera. Le problème, on va le faire comme ça. Le problème de réduire votre slippage tolérance, c'est que vous allez potentiellement, comme vous le disiez Nolan, avoir des transactions qui fail parce que les conditions du marché ont changé entre le moment où vous avez soumis l'ATX, vous avez signé l'ordre, enfin pas l'ordre du coup, mais soumis l'ATX, et elle a été inclue dans la blockchain, validée. Euh, du coup, ouais, 0,5 c'est pas mal. Si vous êtes vraiment sur des grosses paires ou du stable, vous pouvez descendre à 0,1. Mais voilà, gardez ça en tête. Du coup, ça c'est le point sandwich. Après, il y a plein de variantes de tout ça. Il y en a une personne sur Twitter, tu connais peut-être Fiona Kayaba. Comment? Ah, pardon, j'arrive jamais. Bon, bref, Fiona, je vais vous mettre le lien. Mais elle fait des trucs assez sympas. Elle fait des petits schémas sur les sandwich attacks. Elle vous fait des articles qui vous expliquent un peu tout ça si vous voulez vraiment voir concrètement comment ça marche. Il me semble qu'elle a travaillé, ou elle était assez proche des flashbots. Euh, et moi, je te propose du coup maintenant d'aller plutôt sur, du coup, concrètement, qu'est-ce que fait CoSwap pour te protéger de ces fameuses extractions de valeur. Donc, CoSwap, en fait, c'est basé sur Gnosis Protocol V2, donc de la même team qui fait les multisig Gnosis Safe. Et en fait, Gnosis Protocol V2, c'est ce qu'on appelle du ring trading. Donc, c'est-à-dire que plutôt que dire je veux acheter 5 Ethereum avec du dollar, tu vas juste dire, allez, plutôt que en fait avoir un système binaire où tu vas échanger l'un contre l'autre, ça va être mis dans un slip d'anneau.
Et en fait, ça veut dire que tu pourras échanger. euh, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, on va passer ça, ça va être trop compliqué à expliquer. Mais globalement, ce que ça te permet de faire des transactions off-chain. Donc, c'est-à-dire, tu vas signer le trade, dire par exemple, je veux acheter, là, comme tu as fait 5, je veux vendre 5 Ethereum contre des DAI. Et plutôt que toi-même faire le swap, tu vas le passer à des solvers, donc il y en a plusieurs. Donc eux vont être chargés de chercher le meilleur prix à ta place. Donc ils vont utiliser pour ça Paraswap, OneInch, Uniswap. Ils vont un peu aller voir partout. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé le meilleur prix, ils vont te l'exécuter à ta place. Et pour faire ça, ils vont, eux, mettre le slippage le plus petit possible, souvent 0,1%. Ainsi, tu vas être protégé des attaques sandwich, mais également, comme ce n'est pas toi qui passes le trade, si par exemple ils se fail et ils n'arrivent pas à mettre le bon slippage et la transaction échoue, bah, c'est pas toi qui va payer le gas de la transaction qui a échoué. Et Donc ça, c'est attends, le juste principe pour de être sûr base. de bien comprendre, ils arrivent à passer des TX avec des slippages aussi bas, parce que du coup, ils ont un accès un peu privilégié côté MIV, pour les transactions, comment Euh, ça se fait? Pour non, passer en leurs fait, transactions, effectivement? ils monitorent pas avec MetaMask le gas. Donc, ils Ouais, savent j'imagine. exactement quel gas il faut mettre pour que la transaction soit acceptée dans le bloc. Ensuite, oui, il me semble que c'est pas encore fait, mais bien sûr, plus tard, il y aura des histoires de MEV, etc., pour que les solvers soient ceux-là qui gagnent, entre guillemets, la bataille. Ouais, d'accord. Et, Ah, euh, et ensuite, derrière ça, tu as aussi un autre phénomène qui est pas mal, c'est que comme les ordres sont agrégés off-chain, ça veut dire que par exemple, si toi tu veux vendre 5 Ethereum et que moi je veux t'acheter 5 Ethereum, si on arrive dans le même espace-temps, plutôt qu'aller on-chain, on va simplement échanger entre nous en fait. Donc ça veut dire qu'on ne va pas devoir payer premièrement le gas pour aller on-chain sur les AMM et on va pas non plus devoir payer les 0,3% de frais qui vont au liquidity provider. C'est ce qu'on appelle le coincidence of wants. Donc c'est de là d'où vient le nom d'ailleurs, Co. ouais, ça c'est assez cool. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un peu deux couches à CoSwap, quoi. Il y a la première couche interne de voir juste s'il n'y a pas Mhm. un autre gars dans le bazar qui veut faire le trade inverse. Et sinon, alors ça relève vers l'extérieur, mais avec, comme tu l'expliquais, une logique un peu différente puisque c'est eux qui relaient, enfin, c'est CoSwap qui va relayer votre trade pour vous. Donc ça veut Mhm. dire que c'est CoSwap qui paie les frais, bon, qui sont répercutés sur le prix, hein. Mais ça Mhm. aussi, ça permet un truc assez sympa qui est que vous pouvez vendre des tokens sans avoir d'Ether dans votre wallet, si je dis pas de bêtises, puisque ça Il va y a juste la prélever. prouve. Comment? Il y a la prouve quand même à Ah faire. oui, il faut faire la preuve, zut. Ah, autant pour moi. Mais du coup, oui, ça vous permet, sur un token déjà approuvé, de pouvoir le vendre sans avoir besoin d'Ether, puisque vous allez payer les frais dans le token source que vous utilisez pour votre swap et pas en Ether. C'est ça. Et ce truc-là, du coup, c'est un network effect assez puissant. Parce que si personne n'utilise CoSwap, ça reste quand même le meilleur moyen de faire un trade. Parce que bah, tu n'auras pas les transactions qui fail, tu n'auras pas à payer toi-même le gaz, à gérer ton slippage, etc. Mais au plus de gens utilisent CoSwap, au plus il y aura justement cette histoire de Co, donc coincidence of wants, et donc, au moins, il faudra aller on-chain. Et donc, ça te fera des prix d'office meilleurs que ce qui se trouve ailleurs. Donc, c'est vraiment un truc où au plus les gens l'utiliseront, au plus ça sera intéressant de l'utiliser. Oui, ça, il y a un effet de masse, quoi, disons. Et ça a aussi un impact au niveau de la privacy des transactions, quand elles passent par le Euh, mécanisme interne non, de CoSwap ou pas du tout? pas du tout. Parce Ok. que, en fait, c'est un peu comme si tu avais un mixeur, mais entre 3 ou 4 wallets. Donc, Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc c'est c'est pas ouf. facile. Mais à terme, s'il y a vraiment beaucoup de volume là-dessus, on peut pas envisager que ça mixe bien, du coup? Euh, je suis Non, pas sûr. c'est vraiment pas Parce qu'en l'objet, fait, quoi. ça pourrait un peu aider, mais je pense quand même que c'est pas ouf. Ok. Ouais, c'est bien, c'est bon à savoir quand même. Euh, donc ouais, franchement, CoSwap, c'est intéressant. Il y a encore il y avait à un moment donné pas une histoire de refund,
Oui, avant, ils remboursaient 90%, il me semble, des frais. Il me En semble que gas? ce n'est plus le C'est cas. plus le cas. Ah, d'accord, dommage. Et une petite Mais période où c'était sympa pour dumper les tokens, t'avais pas beaucoup ah de ouais, balance. clairement, il y avait moyen de faire des trucs sympas. Même ne serait-ce que pour de l'arbitrage, il y avait moyen de s'amuser. Ah, là, là. Euh, Alors, on a parlé du coup EcoSwap, qui est un peu entre les deux mondes. Après, c'est vrai que côté order book, on a laissé ça un peu léger pour l'instant. Tu veux qu'on aille peut-être un peu plus sur les trucs les plus connus Aller sur Diversify, et Diversify, ouais, c'est ce que je pensais. Ok. Ouais, parce que Diversify. des YDX, c'est du Ah, dérivé, donc c'est des je sais, contrats je- futurs, donc c'est un peu différent. C'est Diversify, comme Attends, je vais mettre SFinex, c'est bon, il va me le sortir. Voilà, ah, merci. Diversify. Ils sont vraiment pas bien référencés pour le coup. c'est avec un I en fait. Ouais. Et eux, leur interface est quand même plutôt propre. Ah, ça fait vraiment Euh, terminal de trader, quoi. Ouais, ok. ouais, c'est ça. C'est du trading là, c'est pas du swap. Même s'ils ont rajouté un système qui permet de swap. Hop, cool. Mhm. Et donc, tu as un onglet même pour swap si tu veux Ah oui, juste d'accord, t'as simplement le swap. swap, donc en gros le market order, quoi. C'est ça. Non, c'est assez propre. Ensuite, Diversify, il y a une particularité, c'est qu'ils agrègent aussi de la liquidité sur les SEX, donc sur les échanges centralisés. Donc, attends, tu te routes tes trades que je fais là sur Diversify qui peuvent être potentiellement routés chez Exécutés Binance ou sur Coinbase. BadFimex, il me semble qu'ils agrègent, et plus tard, ils en agrégeront d'autres également. Donc, Ah, ça, c'est-à-dire, c'est intéressant, ouais. pour ça que tu vois qu'il y a quand même une sacrée liquidité, malgré que Diversify est tout petit. C'est parce qu'ils utilisent également la liquidité disponible sur les échanges centralisés. Ok, ils Et, agrègent. par exemple, là, tu m'avais posé la question de est-ce que ça sert à anonymiser aussi les transactions? Diversify permet d'anonymiser les transactions. Étant donné qu'il fonctionne sur un système de L2 qu'on appelle Validium, il ne publie pas en fait les données du trading on-chain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ces données, c'est-à-dire le DAC, donc le Data Authority Committee, et eux ont ces données-là, mais ils ne sont pas publiés on-chain. Donc ça te sert un petit peu un genre de mixeur low cost, quoi. Ouais, d'accord, ça c'est pas mal aussi. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que la question du privacy à terme pourrait être assez cool. Et si on arrive à la résoudre en même temps que le scaling, ça peut faire une proposition de valeur assez intéressante. Donc dans le même genre, mais à un autre niveau, il y a aussi DYDX, qui est quand même un des plus vieux échanges de l'espace aussi, ça fait un petit peu de temps qu'ils sont là, Mhm. qui lui aussi fonctionne en moins en partie par order book, non même totalement par order book en fait. Ah, et puis Et je passe le Star Key et tout ça. Trading ouais, entre ML2. euh, il me vas-y. semble que tu peux aller dans le trade, hein. Si tu vas dans le trade à droite, Ah, il va non. me... Ah, attends. Si tu reviens, ouais, bah Ouais. là, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai que je peux voir le trade. Donc là, vous voyez les ordres Ouais. qui s'excitent. Et bon, là encore, c'est calme, mais ça vous donne une idée aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur la vitesse. Vous voyez là juste, parce que ça met un jour en temps réel, là vous voyez comment le spread évolue au fur et à mesure que je vous parle. Quand j'ai commencé à parler, il était peut-être à 0,5%, il est à 0,10 maintenant, il change en permanence. Et donc ça vous renvoie aussi à ce que disait Nolan sur la cadence, quoi. Que tout simplement, avoir un truc pareil on-chain, pour l'instant, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a Et ce besoin. sera jamais possible. Oui, en fait, c'est pas une question de pour l'instant. C'est vrai. Excuse-moi. Mhm. C'est en gros, ça doit être soit off-chain, soit sur un layer de scalabilité qui lui peut supporter des fréquences beaucoup plus élevées, quoi. Ce qui est intéressant aussi dans le chat, là, je l'ai vu passer Diversify vs Loopring. En fait, donc Diversify et Loopring sont tous les deux des L2, donc c'est-à-dire des équiers roll-up. Euh, donc, juste pour remettre aussi un point là-dessus, parce que je sais que pas mal de gens C'est bien sont un vu. petit peu confus par rapport à ça. Tu as plusieurs systèmes pour scaler, entre guillemets, l'Ethereum. Le plus connu pour l'instant, bah, c'est Polygon. Polygon fonctionne en fait comme une blockchain indépendante et a juste en fait un petit peu fait des compromis sur la centralisation, sur la taille des données qui sont générées, etc. Mais au final, si les validateurs de Polygon s'allient entre eux, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la chaîne. Donc, ils peuvent demain décider que tu as zéro argent sur ton compte. Alors qu'à côté de ça, on a les vrais Layer 2, qui à la base s'appelaient les Layer 2, c'est-à-dire les Zk Rollup et les Optimistic Rollup,
eux fonctionnent différemment. C'est-à-dire que leur sécurité est assurée directement par l'Ethereum. Il n'y a pas de validateur sur un ZK Rollup. Ça n'existe pas. Donc, ensuite, tu as encore une particularité entre Optimistic et ZK Rollup, c'est que les Optimistiques publient l'état, en fait, donc ils publient en fait les données on-chain, mais ils ne sont pas validés directement on-chain. C'est les gens qui doivent aller regarder si les données sont correctes ou pas, et s'ils se rendent compte que l'opérateur de l'Optimistic Rollup a bidouillé dans les données, ils peuvent soumettre une preuve de cette manipulation, et du coup, ensuite, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent se mettre en route, par exemple, retirer tous les fonds, etc. Et à côté de ça, donc, tu as les ZK Rollup qui, eux, sont directement vérifiés en fait, par un smart contract. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur ne peut pas techniquement, sauf bien sûr bug, publier un état qui est manipulé. Donc, il ne peut pas, par exemple, demain, si Diversify voulait, il ne peut pas voler ton argent. C'est impossible. Sauf si, bien sûr, bug dans le smart contract. Ensuite, la différence entre Loopring et Diversify, c'est encore un peu plus complexe, c'est que Loopring publie toutes les données on-chain. Donc, c'est-à-dire, si demain Loopring explose, il n'existe plus, il n'y a plus une seule personne chez Loopring, ni aucun serveur qui existe, tu pourras toujours retirer ton argent de Loopring, parce que toutes les données sont disponibles on-chain, tu auras juste un ou deux petits programmes à lancer et tu pourras retirer tes fonds. Alors que sur Diversify, ils utilisent un système qu'on appelle Validium, qui, eux, donc, pour des raisons de privacy, donc pour pas qu'on puisse savoir ce que tu fais chez eux, ne publient pas ces données on-chain. Donc, si demain Diversify et tous les gens associés à Diversify disparaissent, l'argent est bloqué sur Diversify à tout jamais. C'est impossible de les récupérer. Donc ça, c'est le compromis Diversify. Sachant que dans les gens qui gardent ces données, il y a quand même des grands noms. Il me semble qu'il y a déjà Diversify. Il me semble qu'il y a aussi Infura et d'autres noms, je ne les connais plus par cœur. Mais il y a quand même pas mal de Il boîtes y a du différentes. collatéral social en jeu. C'est ça, c'est pas 5 personnes anonymes qui gardent les données. Donc ça, c'est le compromis qui existe entre les deux, donc entre Loopring et Diversify. Non, c'est top. Voilà, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, mais c'est important d'avoir ces précisions-là pour comprendre un peu qu'est-ce que ça implique, et notamment pour arriver un peu à notre question d'accroche, qui était concrètement, donc que ce soit Polygon ou les vrais L2, comme donc les ZK, les rollups, euh, quelles conséquences ça peut avoir sur l'organisation des DEX, et donc dans cette logique d'order book ou d'AMM, sachant que donc, euh, à voir en fonction des L2, mais potentiellement certains L2 ont des spécificités techniques qui permettent d'envisager des fréquences beaucoup plus élevées, et donc des order books qui vivent au sein d'un layer pour avoir un peu le meilleur des deux mondes, la transparence et en même temps comment dire, l'outillage avancé des traders euh, qui est nécessaire dans certaines situations. En fait, c'est surtout un problème de use case. Pour l'instant, les Layer 2, donc Loopring ou Diversify, pour résumer, euh, n'ont pas de DeFi en fait. Ils n'ont pas de AV, ils n'ont pas de tout ce qui existe sur la DeFi qui permet d'avoir du rendement en plus. Donc, c'est-à-dire, si tu veux les utiliser pour après quand même utiliser la DeFi, tu dois d'abord, déposer de l'argent, faire ton trade, faire tous tes machins, et ensuite les retirer on-chain pour ensuite pouvoir les utiliser dans la vraie DeFi. Donc c'est en fait un no-go. Il n'y a personne qui va utiliser Diversify ni Loopring tant qu'on reste dans ce cas d'utilisation-là. Par contre, ce qui est en train de voir le jour, c'est d'ailleurs, il y a Arbitrum qui devrait bientôt arriver, c'est ce qu'on appelle les Layer 2 généralistes. C'est-à-dire des Layer 2 où tu pourras retrouver la vraie DeFi, mais avec les coûts du coup des Layer 2 qui est quasiment proche de zéro. Et donc là, je pense, ça c'est un avis personnel, c'est pas quelque chose basé sur des faits, je pense qu'on aura du coup de plus en plus d'agrégateurs qui vont également aller piocher dans la liquidité sur les order books L2. Donc, c'est-à-dire qu'on aura toujours les AMM, parce que ça reste un truc qui permet d'avoir quand même de la composabilité de malade. Donc, tu peux utiliser les AMM pour avoir des prix directement on-chain. Tu peux utiliser les AMM pour faire de la liquidation en sachant plus ou moins ce que tu vas avoir comme liquidité disponible. Ça, il y a tout de même un intérêt aux AMM. Mais par contre, je pense que le trading et même à terme le swap se fera globalement sur les order books.
parce que ça permet d'avoir en fait une efficience du capital bien supérieure. Avec les, tu me donnes accès aux 9B de curve, mais je peux te faire une liquidité 10 fois supérieure à ce qu'ils font maintenant. Mais ça demanderait des algorithmes de malades qui ne peuvent pas tourner de façon, allez, ne peuvent pas tourner directement sur la blockchain. Donc, en gros, tu vois si je comprends bien, presque une spécialisation encore plus poussée de la liquidité, où tu Mhm. aurais une couche de base avec les AMM qui permet en gros d'assurer tous les services en DeFi, Oracle, liquidation et ainsi de suite. Mais en fait, le gros du volume et de l'usage qui se ferait dans les couches plus spécialisées au-dessus, où la liquidité est plus efficace par différents mécanismes, quoi. Ça, on peut même imaginer, récemment, Uniswap a sorti le module qui permet de faire du staking de LP. On pourrait très bien imaginer un système où tu mets de la liquidité sur un AMM, tu stacks ton LP token, et ensuite, sur un order book, tu peux utiliser la liquidité non utilisée pour faire du market making plus efficient. Ah, Donc, c'est-à-dire, tu as de base ta liquidité passive, sachant ouais. qu'il y a à chaque fois qu'une petite partie qui est utilisée, hein, c'est la partie au niveau du prix d'échange. Et en fait, la liquidité qui n'est pas utilisée, elle pourrait être utilisée pour faire du market making beaucoup plus efficient et beaucoup plus compliqué également. Ouais, non, c'est intéressant du coup de voir où ça peut nous mener. Et puis c'est vrai qu'après, on peut déjà un peu faire ça avec plusieurs positions à range différentes, par exemple, ou des choses, des approches un peu similaires. C'est ça, hein. Ça revient un peu au même, tout se croise avec différents chemins pour y arriver, quoi. En fait, le Euh, mot-clé, c'est la composabilité. On aura tout le temps, pour moi, on aura tout le temps des AMM. C'est juste que les AMM serviront un petit peu de liquidité de base, alors que les order books, eux, vont servir de liquidité à peut-être 1 ou 2% autour du prix actuel. Donc, ouais, c'est-à-dire, on aura vraiment la liquidité de base jusqu'à, entre guillemets, presque l'infini sur les AMM, et on aura autour du prix actuel une liquidité beaucoup plus active qui sera, elle, gérée par les order books. ouais, au final, ça illustre bien le principal apport et le principal risque des AMM, quoi. Le principal apport, c'est qu'un Mhm. AMM, bah, c'est automatique, donc ça marche tout le temps. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça peut vous coûter cher, mais ça dit jamais non. Et le problème étant que bah, ça peut vous coûter cher, et notamment pour les apporteurs de liquidités. C'est ça. Euh, N'hésitez pas de temps en temps à aller faire des tours sur des simulateurs d'impermanent Ah, loss. Il y en merci, a tu m'y fais plusieurs qui penser. existent. Il y en a un qui est Il y en a génial, qui est sorti il y a pas longtemps, River.finance, je crois. Il est absolument, euh, il est une step above de tout ce que j'avais vu. se J'ai méfier bien, un peu des chiffres parce que j'ai déjà eu des ouais, calculs assez étranges. c'est vrai que j'ai eu des trucs un peu bizarres. Alors, je sais pas si j'ai envie de vous montrer ça à l'écran, mais je crois que ce wallet, il a pas fait grand-chose en LP, donc ça devrait aller. Est-ce que je vais m'humilier avec des IL records? Oh oui, ça commence bien. Bon, là, celui-là, il est récent, on va le faire celui-là. Donc, j'ai mis une partie de mon airdrop bank en liquidité sur Sushi parce que bon, il dormait dans mon wallet et je me suis dit que j'allais aider un peu Bankless à développer sa liquidité. Et là, vous pouvez voir un peu du coup les stats que ça donne. Donc, a priori, là, j'aurais pas, bon, j'ai pas une PNL qui est énorme, hein, mais au moins, j'ai pas d'IL. Donc, c'est River.finance. Ça, c'est pas mal pour savoir un peu ce qui se passe au niveau de vos LP. Mais c'est vrai que ça reste un enjeu. Tu utilises quoi, toi, Nolan? Il y en a quelques autres. Il y a API Vision. J'utilise pas ces systèmes-là vu que T'as un mon système market maison. making est fait, c'est ça, il est fait directement par mes logiciels. Mais je trouve que justement utiliser le lien que j'ai mis juste au-dessus, netlify là, Ça ça te permet. permet c'est ça, ça permet un petit peu de voir de Ah, base qu'est-ce d'accord. que génère, comment est-ce que est généré l'impermanent loss. Ah, non, ça, c'est assez cool, du coup. Oui, ça permet ok, de simuler un peu des Et de se situations. rendre compte aussi, si vous mettez de la liquidité dans un truc qui va faire x3 ou x4, bah, vous allez perdre de l'argent en fait. Donc, allez, il y a toute une partie communautaire où les gens ils sont contents d'aider le protocole, etc. Mais vous vous rendez pas forcément compte que bah, vous perdez de l'argent quand vous faites ça. Ouais, ouais, Et ça, après, c'est des. même avec les incitations, etc., hein, des fois, Ah ça oui, ne suffit pas Oui, je te dis, à après, ça compenser rien. dépend des actes. Tu vois, par exemple, je te dis, mon apport de liquidité sur le bank, c'était plus, bon, voilà, ce token-là, ils vont dormir. Et je les mets là, on verra ce qui se passe et ça fera un peu de sushi. Mais ouais, c'est clair que je pense qu'il y a beaucoup de pertes qu'on réalise pas, quoi.
Mais ça, moi, j'en veux un petit peu, je trouve, aux interfaces d'Uniswap ou même de SushiSwap, même si je connais moins bien. Je trouve qu'ils ne montrent pas assez, en fait, ce que tu aurais pu gagner si tu n'avais pas fait l'action que tu as entrepris de faire. Oui, mais On tu aime sais. bien mettre des API de partout, etc. Ah, Et on ne se rend pas compte que, en fait, l'API, ils sont calculés n'importe comment, en fait. c'est comme la section Invest de Zapper là, qui s'était fait un peu allumer sur Twitter il y a pas longtemps. Parce que les Mais gens c'est ils pareil disaient, partout, hein. voilà, ils disaient, regardez, c'est un peu d'amour, StakeDAO, quoi. c'est aussi un peu Ah oui, oui, chaud. bah voilà. Là, voilà, c'est vrai que quand on y va, là, j'ouvre Zapper. Si je classe par APR, tiens, c'est curieux. Il me sort USDT, CQT, je sais pas ce que c'est CQT, voilà, regarde, pourquoi pas. Mais oui, bon, parfois il y a des trucs un peu bizarres qui sortent en premier, quoi. Là, ils ont peut-être revu le calcul, hein, parce que tu vois plus les 250% et tout que tu pouvais voir. Et ils ont clarifié que c'était Si la tu vas paire des sur, frais. si tu vas sur Polygon, à mon avis, tu dois avoir encore des. Ah oui, des trucs un peu sportifs. Ah, on va voir. Ah oui, non, je me disais, c'est quoi ces trucs? C'est sur le wallet de XP1, là, je crois. Ouais, non, c'est pas ouf, hein, les frais. Putain, il y a CVX sur Sushi Polygon maintenant. Et c'est Ah, aussi une discussion qu'on a eue récemment sur le Discord. On parle souvent de l'API, mais on parle rarement du risque qui va avec. Donc, combien est-ce que tu as gagné par rapport à combien est-ce que tu as risqué? Et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on devrait essayer de mettre un peu plus en avant dans la DeFi. C'est le risque potentiel vs le gain potentiel. Ce qu'on appelle le profit factor en finance. Ah, attends, Pour un dollar de perte, combien est-ce que tu as gagné? comment, pas Bifi, mais il y a Didi qui nous disait dans le chat qu'apparemment sur Balancer, ah mais du coup je peux pas pouvoir vous le montrer, ah c'est Coinfi, ils te font une comparaison entre holding et ce que tu as gagné ou perdu avec ton apport de liquidité. Tu vois ça où j'imagine Peut-être faut en que tu aies une mettant ta position. souris sur les petites étoiles. Ouais, non, tu vas avoir le détail de l'API là, mais ah c'est là, regarde. Tu vois, tu peux comparer donc apparemment celle-là elle surperforme le hold légèrement des 4 tokens. Mais c'est le hold ou c'est comme si tu avais fait un constant mix? Parce que bah, Hold. Ça compare à hold ouais, mais uniquement. donc si tu gardais les assets, ça fait pas trop de sens en fait. Mais si tu gardais les 4 assets tels quels, sans les mettre dans la pool, juste les 4 dans ton wallet contre Ok. l'évolution des 4 dans la Ouais. pool. Si, ça, a priori, ça fait du sens, tu vois, ça compare à ton capital d'entrée, quoi. Bah, ouais, tant qu'il n'y a pas de gros mouvements. Mais pareil, le problème du market making, c'est que tu dois calculer, par exemple, si demain il y a le Matic, je sais pas moi, il perd 50%, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Et ça, bah, du coup, la proportion de Matic dans leur pool va augmenter. Et donc, ça fait pas trop de sens de le comparer à si tu avais gardé 50-50. Allez, pas 50-50 là, parce qu'il Ouais, y en a d'accord, plusieurs. je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce Tu qu'elles sont devrais pas toutes comparer. aussi claires, tu vois. Parce que par exemple, celle-là, elle bat à peine le hold, la pool AV Link Pal Rapis. Parce Bah, que justement, AV a peut-être bien parce qu'il y a un des performé depuis. C'est Ah, c'est. ça. Est-ce qu'il y a un des tokens qui a fortement bougé? Et celle-là. Après, Si, celle-là, elle bat plus nettement le hold. les interfaces n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire parce que bah, ça va faire fuir les gens. Oui, c'est ça, c'est si tu communiques après. C'est surtout que bon, après, c'est un peu un jeu de carottes de qui arrive à être le plus. Enfin, le premier qui est honnête, il va pas forcément attirer du monde, mais après, je pense que sur la durée, les gens verront la valeur, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a clairement une discussion, bon, un peu plus large, là, on dépasse notre thème, mais de comment on communique là-dessus pour que les gens comprennent réellement ce qui s'y passe, quoi. Et quels sont les risques qui sont pris. French Only, tu dis donc que c'est impossible d'être au-dessus du hold. Si ça peut l'être justement si les frais collectés ou les incitations sont supérieurs à ton IL. Ouais, ça prend pas en compte les rewards, mais ça doit prendre en compte les frais, je pense. Et c'est vrai que là, c'est peut-être un peu faussé parce qu'il y a eu beaucoup de frais au début. À voir si le volume va se maintenir. Parce qu'au début, je pense qu'il y avait pas mal de gens qui rentraient dans les poules pas forcément équilibrés, et qui du coup créaient un volume assez sympa sur la poule. Mhm. Et intéressant en termes de frais. Mais tu vois, qui n'est pas forcément un volume que tu vois tous les jours.
Ici, il y a du balancer, hein, c'est distribué les mercredis, je crois. Ça, voilà, on en parlera dans les live DeFi quand ça arrive. Euh, Là, j'avais un dernier sous-sujet, disons. C'est tout le cas de. Là, on a vraiment centré la discussion sur. On échange des tokens, on fait du swap, quoi. J'ai du DAI, tu me donnes de l'IS ou des choses comme ça. Mais en fait, en préparant le sujet, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que le swap, ça va largement au-delà de ça, puisqu'il y a tout un tas de types d'actifs qu'on peut être amené à swapper sur Ethereum. Bon, il y a des trucs dans notre discussion order book AMM, on s'en fout un peu. Je veux dire, par exemple, les NFT, je pense pas qu'on va avoir des. Quoique, bon, il y a le système de bits, de toute façon, ça revient un peu au même. Mais Ouais, ce sera il y plus a. l'enchère. C'est ça. Mais il y a d'autres trucs auxquels on va pas penser forcément immédiatement, mais où on a besoin en gros de créer des marchés. Et je pense notamment à des choses comme les options, les assurances, ou voire même les trucs de tokenisation de rendement futur ou des choses comme ça. Là, à ce niveau-là, il y a des besoins donc de liquidité. Et à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des services qu'on décrit, ils utilisent plutôt des AMM, quoi. C'est-à-dire de ceux que j'ai en tête, ils vont plutôt être sur des trucs genre Balancer ou je sais même pas. J'aurais dit Uniswap Bah, pour si on des. prend le Je cas, prends. par exemple, des rendements futurs, qui sont au final un peu comme des bons du trésor, hein. Ouais. Tu achètes un bon du trésor, tu sais que tu vas avoir X% pendant X période. Bah ça, en finance traditionnelle, c'est le marché le plus liquide au monde. Donc c'est via order book et bah, c'est sur ce marché-là où tu as le plus de liquidité. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas à terme de voir les produits que font par exemple AP Wine ou qui font Pendle, etc. Que ça soit Elements, ouais. à terme traité vraiment avec des très très hautes liquidités sur des order books. Pour ce qui est des options, par contre, ça c'est, en tout cas, je ne vois pas comment techniquement on peut le faire avec un AMM. C'est pas que c'est pas efficace, c'est juste que ça n'a aucun intérêt à être fait sur un AMM. Parce qu'en fait, les options, tu as deux valeurs pour une option. Tu as la valeur de l'option, donc c'est-à-dire, par exemple, ton droit d'acheter ou vendre à un prix donné par rapport au prix du sous-jacent. Donc, par exemple, tu achètes le droit d'acheter, donc acheter le droit d'acheter de l'Ethereum à 100 dollars. Si l'Ethereum baisse à 50 dollars, bah, la valeur de ton option, elle a gagné 50 dollars. Ensuite, en plus de ça, et c'est ça qui est intéressant dans les options, c'est que tu peux gagner de l'argent en fonction de plusieurs facteurs. Le temps, donc au plus l'option euh, approche de son expiration, au moins elle vaut de l'argent. Parce que c'est un peu comme une assurance. Si tu achètes une assurance pour 10 ans ou si tu achètes une assurance pour 2 jours, bah, ce ne sera pas le même prix parce que bah, la durée est plus longue. Et en fait, toutes ces informations-là ne sont pas reprises dans un AMM. Donc Hmm. ça fait qu'au final, c'est très sous-optimal de faire de l'échange d'options directement sur un AMM. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas décollé le marché des options. Pourtant, le marché des options est supérieur à pas mal d'autres marchés dans la finance traditionnelle. Mais ouais, ça me rappelle un peu, je sais pas si tu te souviens, je sais pas s'ils existent encore, tiens, on va leur faire un petit coucou. À l'époque, Lien Finance, qui, bon, on va pas vous refaire tout le chapitre, mais lançait un protocole assez innovant sur Ethereum, et qui avait justement ce problème-là de, ils avaient différentes options, différents produits synthétiques sur les terres, et en gros, il me semble que eux, ils avaient été partis sur une variante d'un modèle AMM pour prendre en compte l'expiration justement de leurs options, parce que c'était ça l'enjeu, c'est qu'en gros, euh, ils avaient besoin de liquidité, mais donc sur des tokens qui ont des dates de maturité, et donc ça marchait pas avec le modèle d'un- comment dire, Ça. Mais là, par d'un exemple, AMM classique. j'ai parlé du temps, mais ensuite, tu as d'autres trucs qui impactent le prix d'une option. Tu as la volatilité, tu as le volume, tu as le prix du sous-jacent, tu as le décalage de volatilité, donc c'est-à-dire le changement à quelle vitesse la volatilité augmente. C'est quasiment impossible de le faire avec un AMM. Je ne vois pas en tout cas comment c'est faisable. Donc ça ira d'office sur un order book. Ouais, non, ça fait du sens. Euh, Attends, je regarde un peu mon plan pour voir si on a fait un peu tout ce que j'avais en tête, mais en tout cas, merci. Je pense qu'on a déjà une belle session pour dégrossir là-dessus. Ça fait plaisir d'avoir ça, et franchement, je pense pas qu'il y ait. C'est une autre première française. Je crois pas qu'il y ait un truc aussi approfondi en FR
aussi clair pour expliquer les principaux modèles de DEX. Donc je suis très content déjà qu'on soit arrivé là. De là. Euh, Ouais, je pense aussi on a parlé plus ou moins de tous les sujets. Du coup, ouais, on va peut-être commencer par là. Déjà dans le chat, merci à vous, ceux qui ont participé. Puis si vous avez des questions, Mercenax ou d'autres, on en a peut-être quelques-unes qu'on a passées un peu vite parce qu'on essayait de garder une structure un peu claire pour notre présentation. Donc voilà, là, on peut être un peu plus tolérant, hein, disons. S'il y a des choses qui sont restées un peu à côté de la plaque, n'hésitez pas à nous le dire. On peut reprendre certains points. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, je suis assez enthousiaste de voir ce qui va se passer. J'aime assez ta perspective sur. Enfin, je la comprends mieux, en tout cas, au niveau de la pertinence des order books. Et je crois que je peux adhérer à la thèse d'une spécialisation de plus en plus poussée de la liquidité, comme on le disait tout à l'heure, avec le niveau de base automatique qu'est l'AMM, où il y aura du volume récurrent, mais pas forcément beaucoup en proportion, et en fait le gros de l'usage qui sera dans des couches plus supérieures avec de la liquidité qui utilise d'autres mécanismes plus concentrés, plus efficaces. Je ne vais pas Euh, rentrer en profondeur par rapport à ça, mais ça, le problème, c'est que ça a aussi un impact sur la profitabilité des AMM. Parce que si la majorité du volume se c'est fait d'ailleurs. uniquement sur les order books, bah, ça veut dire que ça augmente énormément ton impermanent loss sur les AMM. Donc, tu Ah oui, parce que tu auras. deviens. Ah oui, c'est vrai qu'il faut peut-être expliciter ça dans le sens où pour le faire simple, vous êtes sur un AMM, vous avez votre prix donné, il y a plein de trades qui se font dans l'order book, et après, en gros, votre AMM va équilibrer par rapport à ce qui s'est passé sur le prix du marché, mais sans qu'il y ait eu le volume des trades. Donc, en gros, C'est vous ça. prenez le coût, qui est le rééquilibrage, sans le bénéfice, qui est normalement, quand vous faites rééquilibrer, c'est qu'il y a eu beaucoup de transactions, et qu'a priori, elles passaient par votre pool. À l'époque, il n'y avait pas d'alternative, et donc au moins, il y avait une compensation, disons, potentielle de l'IL par les frais collectés. Là, les frais partent ailleurs, par contre, vous prenez quand même l'IL total en pleine tranche. Donc, scénario C'est ça. assez doux d'avoir en effet. Et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas, il me semble que tu travailles avec Paraswap. Je sais pas si c'est Oui, oui, officiel ou si, si. bien sûr, c'est Paraswap, petite partie de mon temps. c'est ça, Paraswap fait appel à des market makers privés. Et bah, ça a un impact assez fort sur du coup la profitabilité des LP passifs. Parce que du coup, tous les petits swaps, tous les swaps qu'on appelle non informés, donc c'est ceux-là qui apportent vraiment le profit aux traders, aux market makers, bah, ne se fait pas forcément directement via les AMM publics, entre guillemets. Il se fait via des market makers privés, des grands noms d'ailleurs du market making. Ça, c'est les fameuses, pour ceux qui ne situent pas, c'est les fameuses Paraswap pools que vous voyez sur Paraswap quand vous faites des swaps de temps en temps. Et donc, ça, c'est les market makers privés. Euh, alors, on a quelques questions qui sont arrivées du coup. Je ne sais pas si tu as le temps de voir. Ah oui, par rapport à la corrélation entre deux tokens, tu peux, ouais, quelqu'un t'avait répondu un peu plus haut, faire ça via TradingView, ça c'est simple. Tu tapes le premier token que tu veux, ensuite tu divises par le second token, et ça va automatiquement te faire le prix en fait du token A vs le token B. Sachant bah, que la corrélation peut changer dans le temps. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as une corrélation assez forte que ça va le rester. Par exemple, le Bitcoin et l'Ethereum a tendance à être de moins en moins corrélés depuis quelques mois. Donc ça à faire attention. Ensuite, pour les algorithmes de market making. Donc, il faut savoir que moi, j'ai travaillé pour un gros fonds d'investissement où ce que je faisais, mon travail, c'était de couvrir les risques de leur salle de marché. Donc, c'est-à-dire, tu avais des traders qui bah, faisaient des positions, qui achetaient, ils vendaient, etc. Et en fin de journée, il faut faire en sorte de diminuer au maximum le risque au cas où qu'il y ait un souci. Donc, ça, c'était mon travail. Et ça se faisait essentiellement via du market making. Donc, derrière, moi, j'ai développé des algorithmes assez complexes qui utilisent de l'intelligence artificielle, où en fait, je simule dans des petits modèles mathématiques un mini-marché en reprenant les différents acteurs. Donc, souvent, on part sur trois acteurs, donc les traders informés. Donc, c'est les traders qui savent où va aller le prix. Les traders non informés, c'est les gens qui achètent et qui vendent et qui font le bruit, entre guillemets, du marché. Et ensuite, le market maker. Donc ça, c'est globalement ce que moi, je fais à côté. Mais c'est quelque chose bah, qui est pas faisable, allez, qui n'est pas à la portée de tous, parce qu'il faut déjà avoir des bonnes bases en maths, en finance, en informatique. C'est quelque chose d'assez complexe.
Alors, on a une autre question de Bricou qui nous demande en gros si ça sera toujours intéressant pour les particuliers d'apporter de la liquidité ou si on en revient au final à la finance traditionnelle où, au fur et à mesure du développement de la DeFi, on chasse les particuliers en dehors avec de la complexité au lieu de la régulation, mais ça revient au même. Et au final, on se retrouve avec une caste de professionnels qui nous servent des services. J'exagère un peu, hein, mais c'est pour te faire réagir. Non, c'est tout à fait exact, mais en fait, allez, je suis quelqu'un d'assez idéaliste, etc. Mais le problème, c'est qu'on va toujours aller sur la spécialisation. Je veux dire, personne ne peut dire qu'une simple fonction mathématique sera plus efficient que 100 personnes qui travaillent à optimiser la liquidité. Et le problème de la liquidité et du market making, c'est que c'est un combat en fait de malade. Parce que ce que toi tu vas faire va impacter ce que tous les autres vont faire. Et ensuite, ce que eux vont répondre, bah, ça va aussi t'impacter toi. Donc c'est en Mhm. fait, ce sera d'office un système qui sera monopolistique. Donc c'est-à-dire, tu auras quelques acteurs, des gros market makers qui vont rafler toute la mise. Et ça, tu peux rien faire contre. Tu peux dire non, je ne veux pas ça, etc. Mais si tu as le choix entre trader tes Ethereum pour 100 dollars ou les trader pour 110 dollars, bah, tu vas les échanger L'efficacité pour 110 fera, dollars. on est d'accord. Peut-être la distinction à mettre là, enfin, je pense que la peur des gens quand on parle de ça, c'est plus, comment dire, qu'il y ait une spécialisation. Pourquoi pas en termes d'efficacité, je comprends, si je comprends bien ta perspective, c'est même évident en fait, c'est mécanique. Oui. Mais maintenant, je pense la peur, c'est que, par exemple, si tu prends, alors on va faire un grand pas de recul, mais si tu prends dans le monde classique, la spécialisation de différentes fonctions se fait généralement avec la création d'un esprit de corps. C'est-à-dire, on a eu une professionnalisation de la politique, par exemple, où maintenant on a des pros de la politique qui font ça, mais le problème c'est qu'en devenant pros de la politique, ils sont aussi devenus un corps social unique qui sont les hommes politiques, qui ont en gros tous à peu près les mêmes intérêts, qu'ils vont défendre avant toute chose. Et on obtient le système actuel où, bah bonjour, essaie de faire passer une loi anticorruption par une assemblée de corrompus. Ça va être un peu compliqué. Bon voilà, j'élargis un peu, mais tu comprends l'idée. Et là, je pense qu'il y Mhm. a un peu de cette peur-là qui revient aussi, tu vois. C'est en soi qu'il y ait 1000 gars qui soient les experts du market making, qui fassent les marchés. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus que 1000 gars. Potentiellement, ils peuvent se parler. Potentiellement, ils peuvent commencer à se synchroniser. Voire, ils le font peut-être Mhm. déjà. Et c'est plus cette peur-là, si tu veux, qui émerge, je pense. Euh, Ce sera le cas. C'est pas un truc que je souhaite, mais ce sera le cas. C'est indéniable. C'est vers ça que la finance traditionnelle a été, et je vois pas pourquoi est-ce que nous on y échapperait. La seule grosse différence qu'on a avec la finance traditionnelle, c'est qu'on est déjà permissionless, donc c'est-à-dire n'importe qui peut créer ce qu'il veut, ce qui n'est pas le cas dans la finance traditionnelle. Tu as des lois, etc. Tu peux pas demain ouvrir ta plateforme de trading, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, on est assez ouvert, c'est-à-dire que tu peux savoir qui fait quoi. Donc ça, c'est la grosse différence, c'est que bah, si tu veux traficoter, faire des trucs pas très légaux, parce que je rappelle, la manipulation de marché, dans la finance traditionnelle, c'est illégal. Je veux dire, il n'y a que dans la DeFi où on met des termes de MEV, etc. Mais dans la finance traditionnelle, tu vas en prison si tu fais ça. Mhm. Et il faut pas oublier aussi que du coup, une fois que c'est on-chain pour la vie. Donc, ben, si un jour les États s'intéressent à tout ça, si des lois passent, je pense que ça va en calmer plus d'un. Parce que là, il ne sera pas question de après quelques mois, au final, le coup que j'ai fait sur les marchés, il sera complètement oublié. Non, là, si des chercheurs cherchent, bah, ils vont trouver, parce qu'ils auront toutes les données disponibles publiquement en Ah, c'est quelques sûr. clics, quoi. Alors, pour Donc, la on- deuxième genre de ta question, Brico, aussi, je pense qu'il y aura toujours des options pour les particuliers, hein. C'est juste que, en soi, l'apport de liquidité, euh, dans le scénario de Nolan, avec lequel je commence à me relever derrière, se professionnalise de plus en plus parce que c'est ce qui est le plus efficace en fait. Et que bah, ça reste comme le but du jeu. Mais maintenant, pour les particuliers, moi je suis sûr que tu auras toujours des options comme les idle, les yearn ou les choses comme ça, où en gros, ta liquidité, tu pourras la mettre à disposition d'autres pour qu'elle soit empruntée, qui te paieront pour ça, et ainsi de suite. Et peut-être que même avec la professionnalisation, alors là c'est peut-être un truc un peu plus fantasmatique, disons, mais peut-être qu'avec la professionnalisation des activités de LP, en fait, les rendements en lending vont augmenter parce que, tu vois ce que je veux dire, Nolan, à ce niveau-là? Qu'en gros, tu auras plus d'intérêt à prêter tes tokens parce que de l'autre côté, tu auras potentiellement de la demande
vu qu'il y aura plein de choses à faire avec du market making? Je sais pas. Bah, le problème là, c'est qu'on arrive dans des questions de macroéconomie, c'est que l'argent est quasiment gratuit. Du coup, pourquoi est-ce que j'irais emprunter sur AAV à 8% des USD alors que je peux les avoir à 0, je crois que c'est 0,12% sur n'importe quelle euh, plateforme de finance traditionnelle. Ouais. Tu vois, c'est le problème, c'est que l'argent ne coûte rien à emprunter, donc ben, j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire. Ouais, ouais, ok. On va voir comment ça se structure, de toute façon, sur le long terme. C'est vrai qu'il y a une autre question qui va m'intéresser pas mal, moi aussi, c'est Mercenax qui te demandait, du coup, concrètement, comment tu les hedgeais, tes petits traders? Alors, Si tu peux. pour hedger des traders, c'est via plusieurs mécanismes. Donc, eux, c'était des traders essentiellement futurs. Donc, c'est-à-dire, ils parient sur, par exemple, le prix, je sais pas moi, de l'or dans 3 mois. Et en fait, le jeu, c'est de réussir à couvrir ce risque sans bouffer tous leurs profits s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont parié. Donc ça se fait essentiellement via les options, mais également via les marchés futurs, mais avec des expirations différentes. Donc, par exemple, tu peux te retrouver en fait avec une différence de prix entre l'or dans 3 mois et l'or dans 6 mois. Et donc, si le trader a parié sur l'or dans 3 mois et que tu peux réussir à hedger une partie de sa position via des options et un petit peu de spread calendar trading, donc c'est-à-dire parier sur l'écart entre deux échéances, Hmm. c'est comme ça que tu peux arriver à le faire. Ensuite, la partie market making, c'était faut savoir que le marché des options se fait essentiellement en gré à gré. Donc, contrairement au futur où tu as une place où tout le monde échange et tout le monde trade au même endroit. Marché des options, souvent, c'est tu interagis avec un broker. Donc, les brokers te payent ou payent plutôt certaines personnes pour apporter de la liquidité sur leur marché. Et donc là, c'était, après on rentre dans des trucs vraiment complexes, hein. C'est en fait le principe, c'est d'arriver à fournir de la liquidité sur les options tout en couvrant la salle de marché et en profitant de l'incitation un petit peu que le broker te donne pour réussir à diminuer le coût de tes options. Mais là, on arrive vraiment dans des trucs assez complexes. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'au final, on n'a rien inventé quand on voit nos petits montages DeFi où on prend des trucs et on les collatéral d'un côté pour les remettre de l'autre ou des choses. C'est à peu près la même sauce avec, disons, un éventail d'outils qui est quand même beaucoup plus mature, puisque nous, on commence à peine à recréer la boîte à outils alors qu'en finance classique, elle tourne depuis un petit bout de temps. Et donc des montages, in fine, encore un peu plus intriqués et compliqués, quoi, d'une certaine manière, en tout cas de l'extérieur. Ce qui me manque encore beaucoup on-chain, c'est cette histoire d'options, hein. Parce que les options, c'est un truc qui permet de faire des trucs mais génial. Par exemple, je peux parler de mon cas personnel, c'est l'Ethereum. Je l'ai acheté du coup, l'essentiel de ma position, c'était dans les 80 à 120 dollars. J'ai pu garder mes Ethereum jusqu'à 4000 dollars, juste parce que derrière, j'avais des options que j'achetais du coup sur des échanges centralisés pour couvrir mon risque. Donc j'avais 100% de mon portefeuille en Ethereum et comme j'avais des assurances entre guillemets, même si le marché se cassait la gueule, je perdais quelques pourcents seulement de mon portfolio. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont le retour aux 2000 dollars, ça a fait moins 50% sur leur portfolio. Alors que moi, ça m'a peut-être fait moins 10 ou moins 15 au maximum. Hmm. Donc Oui, c'est c'est sûr que ça vraiment un permet truc, je trouve, de. qu'on doit commencer à explorer on-chain parce que c'est un outil qui est très important en fait dans la finance. Alors, on te demande les plateformes. C'est vrai que je vois beaucoup tourner Deribit pour les options. Ça se passe plutôt au niveau des échanges centralisés, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, pour les trucs Oui. les Et plus aboutis. malheureusement, oui. Ça commence Le un peu meilleur, en tout on-chain. cas, Vous avez OnPin. ouais, mais déjà, il y a peu de liquidité. Je veux dire, si T'as tu veux regardé acheter des. la nouvelle version là avec la collatéralisation partielle? Ça avait l'air d'adresser un peu ça, mais je sais pas si ça. Ça commence, mais pareil, le problème, c'est que ça fonctionne avec des AMM, hein. Hmm. Opin, c'est aussi un AMM. Donc, tu profites pas de ce que j'avais expliqué avant, c'est la valeur extrinsèque de ton option. Donc, c'est-à-dire le changement de temps, de volatilité, etc. Et ça, Ouais. c'est une partie majeure des options. FTX, j'ai jamais utilisé. Il faudrait un jour que je m'y intéresse. Mais oui, moi, essentiellement, c'est des Bytes parce que déjà, c'est des francophones, une grosse partie de Ah, je l'équipe. savais même pas ça. Donc, si, leurs serveurs sont chez OVH d'ailleurs. Ah, chouette. Ils ont pas eu des problèmes le jour où il y a eu l'incendie? Si, si, ils ont eu des problèmes. Ah, damn.
Mais ouais, clairement, moi j'utilise Deribite et Edgic. Le problème d'Edgic, c'est pareil, c'est aussi via AMM et donc tu profites pas en fait de la valeur extrinsèque de ton option. Tu profites juste de la valeur intrinsèque. Pods, je connais pas trop. C'est live ça, Pods? Il me semblait que c'était en développement. Ah, et Benoît qui nous signale dans le chat, pour ceux que ça intéresse, qu'apparemment Captain Trading, il est sur Twitch lui ou sur Twitter, je sais plus. Sur Twitch ou sur YouTube. Il vous a fait un tuto sur les options par Deribit, options BTC. Voilà, si vous voulez creuser ça. Parce qu'on va pas vous Gros, faire le détail ici, je pense. énorme disclaimer sur les options, c'est acheter des options. Bon, ça va, c'est pas très, vous pouvez pas vraiment faire n'importe quoi. Mais par contre, la vente d'options, vous pouvez brûler votre compte en quelques jours, hein. Donc faites très attention à ça. C'est des outils puissants, mais bah, ça coupe. Et tant qu'on est sur les options, on en a parlé, mais je vous le rappelle, si vous voulez une approche plus passive, avec une structure de risque complètement différente, il vous reste aussi Ribbon Finance, qui vous fait des produits automatisés sur les options, mais qui sont de toute façon Ouais. saturés pour l'instant. Mais C'est bon, ça se comporte il pas faut mal, attendre hein. que, ouais, il Mais faut tiens, attendre que le truc regarde. soit plus mature, mais Ouais, c'est sûr. Ce que j'ai clairement, mis, c'est une première solution qui serait faisable on-chain. ça c'est assez cool, hein. J'ai mis 10 Ethers là-dedans il y a 3 semaines maintenant, je crois. Pour l'instant, voilà, tu vois, j'ai quoi? J'ai 0,7% de retour. Euh, et on a eu des semaines assez tranquilles sur le prix de l'Ether. Il y a eu, le début de la semaine dernière, il y a eu une petite frayeur, parce que ça partait assez fort. Mais au final, non, ça va. Mais À ça, c'est de la voir. vente d'options ou de l'achat d'options? Ça, en fait, il vend des options. Il te Ouais, dit donc là, la faites gaffe, hein. stratégie, Ça, c'est en gros, il vend des calls. ouais, cover call. Ouais, faites ultra gaffe à ça, hein. Ça peut très vite. En fait, Ah oui, je sais. En gros, ça, si c'est ça bouge important en fait vite, d'en parler. Ouais. ouais, ouais, de comprendre le. Bon, on l'avait En fait, explicité comme la ça vente dans le live. Ouais. d'options, Vas-y. la vente d'options, c'est quelque chose qui peut, qui paraît en fait génial. Ça te fait un petit rendement tranquille, etc. Mais la vente d'options, 99,9% du temps, tu vas être gagnant, mais le 0,1% va te détruire tout ton capital. Donc, il faut bien faire attention à ça. La vente d'options, il y a pas mal de gens qui ont perdu leur maison avec ça, par exemple, en finance traditionnelle. Parce que c'est un truc qui fonctionne quasiment tout le temps, sauf bah, dans les Black Swan, quoi, les C'est pas gros mal. flash crash, etc. Après, là, bon, du coup, c'est du 100% collatéral. Bon, vous avez compris. On a Il y compris. a 100%, il y a 100% de collatéral dessus. Du coup, bah, vous pouvez pas être en négatif, mais vous pouvez perdre tout ce que vous mettez dedans, quoi. Mais clairement, ça, pour faire par exemple de l'achat d'options, c'est aller des assurances. Et il me semble qu'il y avait la développeuse de Edgy qui avait prévu de faire un truc comme ça qui s'appelait White Earth ou un truc du genre. Ouais, ouais, mais je sais pas où ça Permettant en en est, fait. ça. Ouais, j'en ai plus du tout entendu parler. Puis après, j'aime bien aussi un autre truc intéressant sur Ribbon, c'est comment ils gèrent. Parce que là, en gros, tu as un Vault qui accepte des dépôts Ether, qui après va déployer ses Ethers dans des stratégies. Donc, on a décrit la stratégie sur Mhm. les options. Mais il faut comprendre que la stratégie, vous êtes engagé dedans. Vous pouvez pas. Ok, maintenant je me casse avec mes Ethers alors qu'on vient de vendre les options. Il y a des problèmes de liquidité. Et eux, ils gèrent ça au niveau de. En gros, ils gardent une réserve de 10% du Vault. Euh, Mhm. et donc, ça permet de garder le Vault liquide a priori à tout moment. Mais ils assument aussi le fait que s'il y a plus de 10% des gens qui veulent retirer, ben, ils vont épuiser leur capacité et les withdrawals vont être posés, quoi. Et ça permet du coup de garder 90% des fonds alloués à la stratégie à tout moment. Donc ça, c'est tu vois, un truc assez à voir comment ça va être géré à ce niveau-là pour ces produits-là, mais je trouve ça assez intéressant. Ouais, donc, dans le cas où, par exemple, il y a un flash crash Ah ou oui, là, même une hausse très faut être, rapide, tu es bloqué et en plus, tu peux pas, tu ah peux oui, rien ça. faire. Tu es bloqué. Donc ça, il faut être rapide à la dégaine s'il y a un flash crash. Euh, c'est Et n'oubliez pas aussi que tout ce qui est option on-chain, c'est quand même assez sensible au hack, hein. Je veux dire, je connais pas un seul protocole d'option qui a pas eu au moins un hack dans son existence, hein. Edgic, il y en a eu plus d'un. hmm. Okin aussi. Donc faites assez attention. Voilà. Ouais. Du coup, je crois que c'est pas mal. Les options, c'est un peu plus le niveau supérieur, disons. Euh, Et je ça. trouve ça cool par contre qu'on commence à explorer un peu plus les options. C'est
Parce qu'au final, même les systèmes comme API, etc., c'est un peu des options, mais sur du Spécifique, rendement, ouais. hein. Ouais, ouais, c'est ça. Un live Donc sur ouais, non, Derry. c'est cool. Je sais pas si je vais vous faire ça, mais ouais, Nolan, tu peux leur faire si tu veux. Ouais, ce serait pas très intéressant. Le but, c'est quand même parler de DeFi. C'est ça. Deribite, je l'utilise, mais je préférais pas, quoi. Bon, bah, je pense qu'on a fait plutôt le tour, hein. Ouais, ouais, ça a l'air de se calmer. Je pense qu'on va gentiment clôturer là-dessus. Oui, en plus, on est bientôt à 2 heures. Donc, pour ceux qui nous ont retrouvés en cours de route, vous en faites pas, hein, il y a tout le replay sur Twitch. Et je vous mets ça sur Twitter prochainement, avant que ça parte de Twitch. Donc, ça restera. Et bah, merci pour vos questions et participation. En tout cas, c'était intéressant. Je pense qu'on a fait un truc assez équilibré. Et moi, je vous retrouve mardi prochain à 17 h pour un live DeFi classique. Et encore merci à Nolan du coup d'être venu. Franchement, ça fait plaisir de faire des lives avec toi. Merci à toi. C'est cool de pouvoir en parler. Et puis c'est chouette de montrer un peu ton expertise au-delà du... Parce que la dernière fois, on avait parlé vraiment que du bot de DeFi France presque. Donc je suis content que les gens aient l'occasion de voir au-delà du Discord la pertinence de ce que tu as raconté. Au top. Du coup, merci à tous et à mardi prochain, 17 h. Bonne soirée. Bonne soirée.